Alors, je suis ravie de vous retrouver pour 2024 avec une invitée, une femme de poigne, hein, Emmanuelle Aloulia. Et puis, Florence Elie, hein, c'est la maison pour toi. Oui, c'est la maison, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors, Emmanuelle, grande spécialiste des traumas, à l'initiative quand même instigatrice du protocole 6C. Si c'est, Voilà. exact. C'est important, c'est quelque chose d'énorme. Vous allez nous expliquer, enfin tu vas nous expliquer tout à l'heure de quoi il en retourne. Tout d'abord, est-ce que tu es contente d'être dans Crash ton venin? Oui, très curieuse. Très curieuse de découvrir qui est Lydie. Est-ce que tu es prête à cracher? Pas trop, non, honnêtement. Si cracher, alors que veut dire cracher? Dire tout, Oui, tout haut oui. ce que tout le monde pense tout bas. Cracher. Alors en tout cas, ce que moi je pense, c'est certain. Voilà. Prête? C'est parti. C'est parti. Alors moi j'aimerais savoir déjà de quelle origine tu es. Je suis née au Maroc. Tu es née au Maroc. Tu as grandi au Maroc? J'y suis restée jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et j'en suis partie très contente. Tu as des bons souvenirs donc? Non, très mauvais. Très mauvais? Absolument. Ah, tu disais que tu étais très contente D'en partir. d'en partir. Oui, oui, oui. Ah, Les Marocains sont adorables oui. de façon générale quand vous êtes adulte ou protégé. Mais moi, j'ai grandi avec une mère Oui. et 2 femmes dans un pays musulman. D'accord. C'est très compliqué. Donc, j'étais ravie de quitter le Maroc. Tu avais des frères et sœurs ou... Oui, un frère qui a été tué et qui, lui, était en Israël au sein de l'armée. D'accord, mais qui a grandi tout d'abord avec toi au Maroc? Non, pas du tout. D'accord. Il a grandi et dormi aussi probablement, mais grandi ailleurs. D'accord. Donc en fait, tu quittes le Maroc à 12 ans, tu Oui. pour Paris. Paris. Quand tu arrives à Paris, tu es dans quel état d'esprit à 12 ans? Je rejoins mon père qui y vit avec sa femme. Et j'imagine que la vie va être belle. Oui. Donc tu laisses ta mère quand même. Absolument. Ouais. Déchirure? Douleur? Non, j'étais très contente de quitter partir. le Maroc et de découvrir ce que pouvait être la vie avec mon père, puisque je n'ai jamais connu mon père à la maison. Est-ce que tu fantasmais cette vie avec ton père? J'étais ravie de rejoindre le père gâteau qu'il était quand je le voyais en vacances. D'accord. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Donc tu arrives à Paris. Oui. Dans une famille, il y avait des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Donc tu reprends les cours. Comment ça se passe à la maison? Mal, tout se passe mal dès le départ. Explique un petit peu. Bah, le père que j'ai connu en vacances, qui était adorable, et ne l'était pas autant au quotidien. Donc ça a été très vite compliqué. Mes résultats scolaires se sont effondrés. Dans quoi tu as trouvé refuge à ce moment-là? Enfant. Aucune idée, aucun refuge. Est-ce que tu écrivais? Est-ce Non. que tu avais un sport? Non. Est-ce que tu avais un animal? Non, je pensais beaucoup. J'ai été assez silencieuse. Je pense que c'était un refuge intérieur. D'accord, uniquement. tu te renfermais sur toi-même. Oui, je pense que c'était un refuge intérieur uniquement. À l'école, tu avais des copines? Je me protégeais, 2 ou 3, pas plus. D'accord. J'étais dans une école très bourgeoise, donc c'était aussi compliqué. Ça te plaisait pas trop? Je venais pas de ce milieu-là, donc c'était pas ta place. elles allaient en vacances à Miami, moi je n'allais pas en vacances à Miami. Comment tu étais à l'école? C'était bonne élève, mauvaise élève? J'étais plutôt bonne élève jusqu'à ce que mes résultats s'effondrent en découvrant en faisant vivre avec mon père et sa femme. Donc dès que tu es arrivée à Paris, tes résultats s'effondrent. Donc tu vas dans une spirale infernale. Non, pas vraiment, mais ça interpelle les psychologues de l'école qui me demandent ce qui se passe. J'explique que ça se passe pas bien avec la nouvelle vie avec mon père. Ah, tu craches quand même, tu dis les choses. Oui, je dis les choses. Je pleure beaucoup à cette époque-là. Donc tu n'es pas timide? Parce que tu disais tout à l'heure, je suis renfermée en moi-même. Oui, mais je pense que c'est de passer d'un excellent niveau à un très mauvais niveau a dû interpeller les assistantes sociales de l'école et qu'elles ont cherché à comprendre. Mais tu as la capacité en tant qu'enfant, quand on t'interroge, de répondre. En tout cas, de répondre que ça ne se passe pas bien à la maison, ça je l'ai dit. Donc grâce à ça, j'ai été en internat ensuite et j'ai fait toute la suite de mon cursus jusqu'au bac en internat. En internat, ça se passe comment? Bien, pas bien? Ça se passe mieux que chez moi, en tout cas, à ce moment-là. Et des nouvelles de ta mère? Oui, bien sûr, régulièrement. Donc c'est un appui quand même? Non, mais des nouvelles.
Non plus. Donc pas d'appui. Non, mais je cherche à Non, savoir si vous cherchez des appuis, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Donc, J'ai tu te j'ai construis seul, en fait. toujours. D'accord. Depuis l'âge de 13 ans, en tout trois cas. amis en internat ou pas? Oui, à Copines, l'extérieur de l'internat, oui. À Une l'extérieur. amie qui est toujours une amie d'ailleurs. En internat, les résultats remontent. Oui. Donc déjà, il y a une certaine stabilité. Même s'il n'y a pas Il y a de la bonheur. il y a la possibilité en tout cas d'étudier sereinement. Voilà. Après, C'est facile pour toi d'apprendre? c'est facile pour moi d'apprendre. J'ai généralement un coup d'avance sur les gens qui m'entourent, mais D'accord. sans avoir beaucoup de mérite, parce que les gens qui étaient en internat n'étaient pas particulièrement de milieu favorisé. Donc, moi, j'arrivais d'un milieu où ma mère lisait beaucoup, on vivait avec des copains. Il y a quand même la culture. Oui, on vivait entouré de diplomates, on vivait une vie où la culture avait une place importante. Donc, voilà, hein, jusqu'au bac. Et puis De ensuite, bons résultats. Est-ce que tu as un journal intime ou pas du tout? non. Donc tu écris même pas en fait. J'écris pour moi uniquement les moments où ça va pas. Ça D'accord. permet de les exorciser. Voilà, ça oui. Il y a quand même refuge en écriture. On va Sur dire ça comme ça. Oui, adolescente, oui. Comment ça se passe justement à l'adolescence? Comment se passe l'adolescence? Est-ce que quand tu sors de l'internat, tu as des rapports avec les garçons? Il n'y a pas de sortie d'internat en fait. Du tout. L'internat, c'est non-stop. Le week-end, je rentre chez mon père D'accord. ou je ne rentre pas selon mon choix. La plupart du temps, mon choix est de rester à l'internat. Donc à l'adolescence, il n'y a pas de garçons? Si, il y a des garçons, mais j'ai dû faire l'amour pour la première fois, si c'est la question, vers 18-19 ans. Non, c'est pas la question. Voilà. Le rapport à l'autre plutôt. Donc les rapports avec la jante masculine, sans parler de faire l'amour ou quoi que ce soit. En fait, En copinage, on va dire ça. Non, j'ai pas de copain garçon. Du J'ai tout. toujours été. Enfin, l'expérience au Maroc a été assez traumatogène. C'est-à-dire D'accord. que le regard sur les femmes des Marocains ou globalement de la communauté musulmane est difficile quand on vit dans un pays arabe. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes objetisé très vite, vous êtes interpellée toute petite fille. Hein. Il faut savoir se tenir dès l'enfance. Non, c'est eux, ils vous interpellent beaucoup. Ils vous D'accord. interpellent beaucoup dans la rue, ils vous suivent. Le harcèlement est partout dans la rue. Enfin, il était partout dans la rue. Là, j'ai vieilli, c'est chouette, on me laisse un peu tranquille quand j'y retourne. Mais petite fille, dès 6-8 ans, on vous suit dans la rue. Ils vous suivaient dans la rue. D'accord, à donc cette ça a époque-là. laissé une séquelle. Donc, Oui, j'ai une espèce détesté. de méfiance. De la méfiance et même une agoraphobie, c'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi de sortir, faire les boutiques, de sortir, faire quelque chose. J'avais l'impression que c'était le parcours du combattant, parce qu'au Maroc, on me suivait, les gars m'attendaient au bout de la rue avec leur voiture, ils passaient à côté de moi, ils remuaient leurs sous pour bien montrer que... Enfin bref, des choses qui vous salissent, que vous ne comprenez pas enfant. D'humiliation, en fait, un petit Oui, peu. enfin, On va dire ça un comme regard sur la femme très sale, en tout cas, sur la petite fille déjà très sale. Donc T'as marqué. très vite, on comprend que homme égale quelque chose qui n'est pas sécure, en tout cas. Donc le week-end, tu es chez tes parents. Mhm. Tu commences à sortir plus ou moins un peu plus tard, puisque tu m'as expliqué. Oui, je sors tard, en fait. C'est quand j'ai quitté l'internat que j'ai commencé à avoir une vie de jeune fille, donc plutôt vers 18-19 ans. D'accord. Quand tu quittes l'internat, tu rentres tout de suite, tu as un métier ou alors Non. tu te lances dans les études encore? Quand je quitte l'internat, je vais en Israël. Ah, tu vas directement Ouais, en Israël. ouais. C'était un projet? C'était voulu? C'est toi qui... Mon père participait à faire fuir les Juifs du Maroc vers Israël. D'accord. Lorsqu'ils étaient menacés de mort, parce que la vie idyllique que décrit la communauté juive oublie souvent les moments où il y a eu des pogroms. Donc il y a une espèce d'amnésie sélective comme ça, très curieuse chez nous, les juifs d'origine marocaine, D'accord. où on oublie qu'il y a eu des tas de massacres. Moi, je garde un souvenir avec beaucoup d'antisémitisme ressenti petite fille. Donc je pense que le fait d'avoir grandi avec une mère et qu'il n'y ait pas d'homme autour de nous a fait que les gens de la rue se permettaient de nous insulter, de nous insulter. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'il y avait un conflit au Proche-Orient, en tout cas en Israël, on nous crachait dessus, on trouvait des tags. Donc oui. Donc c'est pas un bon souvenir. T'as grandi avec en tout cas, pas avec un bon souvenir, ni des pays musulmans, ni des hommes, c'est certain. D'accord. Donc tu arrives, tu décides de partir en Israël. Pourquoi Israël?
parce que je suis juive, Oui. parce que mon père, dès 14 ans, aidait les juifs marocains à fuir quand ils étaient menacés, parce que mon frère était au sein de l'armée, D'accord. Je voulais que tu développes un petit peu. et que c'était une évidence que c'est sûrement pas le Maroc dans lequel Oui, j'allais. mais tu aurais pu rester à Paris ou aller je sais pas, ailleurs, en Allemagne ou autre. Hein. Toi, tu décides de suivre la voie de ton père, en fait. Non, 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 parce qu'en réalité, j'ai su que mon père avait aidé à expatrier, enfin, à évacuer les juifs menacés sur le tard. J'étais déjà adulte, D'accord. âgée. Donc quand tu le hasard fait que Voilà. toutes les voies familiales qu'avaient pris mon père et mon frère, je prenne la même sans même avoir su que... Ouais, tu l'as fait par inadvertance, en fait. C'était spontané. D'accord. Ouais, Mhm. ouais. Donc, tu arrives en Israël, Mhm. tu connais pas le pays. Mhm. Comment ça se passe? Je suis prise en charge dès que j'arrive, comme un soldat solitaire. D'accord. Alors, développe, quand tu dis tu es prise en charge. Ah, tu es prise en charge, on te montre le pays. On me montre le Voilà. pays, on prend soin de moi, je fais partie d'un programme. Et je fais ma route pendant... Tu apprends un peu à connaître la culture ou tu connaissais déjà? Non, je ne connaissais pas du C'est ce tout. que je veux Ouais, savoir je ne aussi. connaissais pas du tout. Je connaissais la culture française parce que ma mère était fille d'officiers français. Et je découvre absolument tout. Et je parle arabe, ce qui devient un atout fondamental. Tu parles arabe. Donc, Comme une arabe. voilà. C'est une bonne chose, on va dire ça. C'est Oui, le côté à ce moment-là, positif. à ce moment-là, C'est un atout. c'est l'atout majeur. C'est un Donc atout. c'est l'atout sur lequel Et je vais Tu parles capitaliser. que arabe et français? Oui, et on fait en sorte que je ne parle que arabe et français. D'accord. Donc tu te perds dans la foulée, en fait. Un Voilà. petit peu. C'est ça, C'est bien. exactement, c'est bien dit. Donc tu continues tes études. Oui. Tu arrives jusqu'à quel niveau d'études à peu près? J'arrive au niveau du doctorat, mais plus tard, tout s'est fait avec beaucoup de coupures. Tu sais déjà ce que tu veux faire? Pas du tout, D'accord. pas du tout. Tu te diriges un peu. Pas du tout. Je suis un petit peu n'ayant ni famille ni contact. Je suis un petit peu là où on m'amène. Quand ça me déplaît, je m'en vais. Et quand j'adhère, je développe. Donc tu vas jusqu'au bout, tu obtiens finalement. oui, un doctorat en psychotraumatologie. Mais ça, c'est vraiment venu tard. Hein, c'est vraiment venu... Au bout de combien d'années? Je devais déjà avoir 35 ans, ouais, et j'en ai 54. Oui, Ouais. mais en fait, en même temps, c'est Donc, sur tous les traumas. Tu apprends à J'ai gérer. eu- le type bah, de en fait, trauma. j'apprends à les gérer sur le tas, surtout Voilà. beaucoup, et c'est pour ça qu'après j'ai fait des études. C'est-à-dire que j'ai appris à les gérer sur le terrain En fait, tu as mis la pratique. avant la théorie, Tout à fait. absolument. Comme beaucoup. Mais c'est très israélien Comme d'ailleurs. beaucoup. Hein. Les Israéliens disent toujours marche, après tu feras la théorie de la marche. Et c'est exactement ce que très naturellement j'ai fait. Et quand j'ai compris que prendre en charge le psychotrauma, c'était très compliqué de le réparer. Après l'avoir vu sur le terrain, bien entendu. Oui, sur le terrain, de l'avoir vu en consultation, de l'avoir vu, c'est ce que j'ai essentiellement fait, civil et militaire. T'as pris, quand on dit en Une fois les années. en consultation, c'est après avoir eu le doctorat. Puisque Non, toi, c'est avant. Non, c'est alors. avant. Non, c'est avant. En fait, il y a, je vais dire, il y a de 20 à 30 ans, il y a une vie en Israël sur laquelle je ne m'étends pas. Oui. Et ensuite, je recommence à aller en faculté, à suivre des études en psycho, en trauma en particulier, en hypnose, en EMDR. Toutes les techniques à tous les niveaux. Oui, pour essayer de voir comment on peut réparer ces gens blessés intérieurement. Moi, la première d'ailleurs, à ce moment-là. Et je trouve une partie des réponses Oui. seulement. Une partie. J'essaye avec une partie des réponses d'aider les gens dans leur thérapie. Et je me rends compte à quel point le psychotrauma est extrêmement compliqué à soigner. À moins effectivement de prendre des traitements qui vous rendent dépendant à vie. Mais pour moi, guérir, c'est pas ce chemin-là. Tu as vu certains effets des traitements?
Oui, bien sûr. C'est ce qui a fait que tu as voulu aller plus loin et Oui, voir. oui, oui, bien sûr. Mais la plupart des soldats ne s'en sortent pas avec les traitements traditionnels. Ils s'en sortent. Les traitements traditionnels, dès qu'ils sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs, ils sont passifs. Ça maintient leur sentiment d'impuissance. C'est un peu comme si c'était drogué. Donc, en permanence. Oui, absolument. C'est compliqué. Crache un petit peu parce que c'est important. J'entends beaucoup ce genre de choses, mais c'est jamais développé. C'est pour ça que j'appuie dessus. C'est comme une drogue permanente. Je pense que ça doit avoir un temps. En termes de temporalité, c'est une béquille qui doit t'aider, mais simplement de façon temporaire. Or, très vite, ça devient quelque chose qu'on maintient à vie parce qu'on a l'impression que sans antidépresseurs, on ne va pas arriver à sortir de son lit et à faire face à la vie. Mais en même temps, ces soldats, en étant surchargés de médocs, comme ça, en étant drogués, n'ont pas vraiment de vie, quelque part. C'est aussi peut-être ça qui t'a poussé à vouloir aller encore une fois plus loin. Ils font face, moi je suis assez admirative, ils font face quoi qu'il en soit. Avec la société israélienne, est une société de dingue, vraiment, au propre et au figuré. Comme tu disais tout à l'heure, c'est marche ou crève, c'est un peu ça. C'est marche ou crève, mais on ne te laisse pas crever sur le bord du chemin, comme dans d'autres pays. Tu veux dire qu'il y a une solidarité, un appui. Oui, en particulier dans l'adversité, en particulier. C'est un pays où on se sent beaucoup plus en sécurité, en tout cas jusqu'au 7 octobre, c'était le cas, qu'ici, en France ou en Europe. Oui, de ce que tu nous décris, si on retourne dans ton passé, on va revenir à ce que tu disais actuellement, mais en arrière, au Maroc, tu te sens pas sécure, on va dire ça comme ça. Oui, au Maroc, quand tu es une femme, tu es une proie. Voilà. Tu es une proie ou tu es une proie. pute. C'est l'un ou l'autre, en fait. Et en France, idem, tu te sens pas non plus rassurée. Ça n'a pas réussi à te contenter, en tout cas. En tout cas, ce qui n'était pas sécure pour moi en France, c'était la structure familiale. Oui. Voilà, c'est simplement ça. C'était un peu désorientée. D'accord. J'étais pas, je pense. Oui, mais après, tu as eu l'internat. Et malgré l'internat, tu as eu le besoin de retourner en Israël, quand même. On ne se construit pas avec Enfin, moi, en tout cas, c'était pas des éléments pour me construire et me développer, l'internat. D'accord. J'avais pas de figure paternelle, pas de figure maternelle, pas de personne que j'aurais pu prendre pour exemple. Il y a peu de gens que j'ai admirés à cette époque-là ou qui auraient pu être des exemples. Il n'y en avait pas autour de moi. J'ai essayé de devenir un exemple pour moi-même. Mais tu nous dis bien quand même que quand tu retournes en Israël, là tu te sens entourée, tu te sens épaulée d'une certaine manière. Puis on ne peut qu'admirer, c'est-à-dire que vous soyez juif ou pas, quand vous voyez avec quel niveau d'adversité vivent les Israéliens et qu'ils continuent à être debout et à faire face, ça vous époustoufle tellement que vous vous dites waouh. Mais quand tu dis niveau d'adversité, tu t'entends quoi par là? Pour quelqu'un comme nous? Oui, ça veut dire que on sait pas, tu vois. Chaque fois que vous envoyez votre gamin à l'école, vous pouvez vous dire que sur le chemin, le bus va être attaqué. Que vous n'êtes pas sûr qu'en rentrant le soir, il n'y aura pas un acte de terrorisme. C'est un état de guerre permanent en fait. C'est vu comme c'est ça qui est extraordinaire parce que les curseurs changent. C'est vu comme un état de guerre de France et d'Europe, mais quand vous êtes là-bas, c'est un état normal. C'est-à-dire que les Israéliens vous disent oui, les sirènes, nous on est habitués. Par contre, qu'on rentre chez nous et qu'on nous agresse avec des calages, ça c'est autre chose. On a passé à un autre stade. Et c'est juste hallucinant d'entendre ce discours parce que nous on n'imagine pas ici en France, chaque fois que la sirène se déclenche, pas seulement une fois un mercredi par mois, mais plusieurs fois dans la journée, courir aux abris là aux toilettes ou dans le dressing qui est un abri antimissile. Attendre que ça passe et ressortir et continuer notre émission. Tout à fait. Israël, ça se passe comme ça. Mais c'est ça le gros paradoxe en fait. C'est pour ça que j'appuie dessus. J'essaye de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent parce que justement c'est ça le paradoxe. Tu dis que malgré tout c'est là-bas où tu t'es senti le mieux. Bien sûr. Alors que de ce que tu nous racontes, c'est l'endroit le plus dangereux en fait. C'est un endroit où crash. Non, c'est un endroit où en fait les cartes de départ sont celles-là. Donc, quand vous voulez vous installer en Israël, il y a un prix à payer. Je dis toujours, c'est beaucoup ce que j'ai dit dans les conférences depuis le 7 octobre données aux francophones en Israël. Vivre en Israël, il y a un prix à payer. Il faut en être conscient quand on décide de faire ce qu'on appelle la Aliyah, c'est-à-dire d'y retourner vivre. D'accord. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'accepter de s'exposer ou d'exposer nos enfants à des missiles, à des attaques terroristes. Donc, je ne sais pas si on peut se figurer à quel point il faut se sentir investi par un sentiment d'appartenance à ce pays-là pour se dire, allez, j'embarque mes enfants, ma famille, je quitte tout, je vais les emmener vivre dans un pays où la sirène sonne plusieurs fois par jour la plupart du temps, où ils vont vivre avec le stress de courir aux abris.
Mais c'est chez moi. Et je ne serai jamais le juif de la nation, jamais celui qu'on pourra insulter de sale juif. D'accord. Contrairement à tout ce qui peut se passer en Europe, où à un moment donné, de toutes les façons, vous avez beau être citoyen français, citoyen espagnol, T'as l'impression c'est que, toujours ça qu'on vous renverra à un moment donné. que n'importe où, les juifs sont stigmatisés. Oui, mais ça date pas d'hier, bien D'accord. sûr. En tout cas, c'est ça qui ressortira. C'est pas sale français, sale grosse, sale brune, ce sera sale juif. Et Mais comme, c'est factuel. comme on pourrait dire, je vais te dire un truc, comme on pourrait dire, qu'on entend souvent aussi, sale bougnou ou sale nègre. Ouais, on dit ça. Moi, je l'ai jamais entendu mais c'est normal, je suis ni juive, ni noire, ni Oui, arabe. Mais si, ça arrive souvent en France aussi. ouais, d'accord. Mais, c'est déplorable aussi. Ça arrive souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans les banlieues, il y a des échauffourées, comme on dit. Ouais. C'est Entre souvent dû Ouais. au RN ou à des choses comme ça. Voilà. Ça arrive. Mais bon, donc le choix d'y retourner, sachant que ça peut être aussi dangereux, mais enfin, Tu es chez toi. on a une appartenance. Il y a une appartenance, il y a le droit de te défendre, Mhm. ce qui n'est pas du tout le cas en C'est-à-dire- France, par exemple. d'accord. Les dernières années ont montré que c'était compliqué. Et déjà pour les forces de l'ordre en France, quand ils se défendent, Tout à parce fait. qu'ils sont attaqués, ils ont tendance à se retrouver en garde à vue. Et Mhm. si vous, en tant que citoyen, vous vous défendez, c'est à peu près la même chose qui arrive. Donc en Israël, si quelqu'un attaque votre enfant ou vous-même, Ouais, on sait qu'on peut se défendre. on peut se défendre. Soit on a là un permis de port d'armes et on sort son arme et on la bat, ce qui évite aux terroristes de massacrer D'accord. tous les gens dans le restaurant, indépendamment de vos proches. Voilà, il y a Il y a une légitimité. En il y fait, a une légitimité, il y a un sentiment d'appartenir Un en noyau. fait, à une société. Mhm. Il y a un sentiment de citoyenneté qui est extrêmement fort, de collectivité. Il y a un collectif, il y Mais a ce cet esprit collectif ce qui sen- n'existe pas aujourd'hui ailleurs. Ce sentiment, ce que j'essaie de comprendre, moi, qui est en dehors de ça, est-ce que c'est un sentiment qui est lié, qui se crée par la peur C'est- ou... Pas par la peur, par l'adversité. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas peur, les Israéliens. C'est ce que je veux L'Israélien, il est savoir. capable d'être à la plage, Ah, je- d'entendre une sirène et de courir, de se mettre à l'abri et de ressortir, finir son bain ou son bronzage. Comme si de rien n'était. Oui, ça fait partie en fait, ça fait partie intégrante aujourd'hui de son mode de vie. Ce qui leur a donné une capacité à faire face aux épreuves, à l'adversité, qui est incroyable, juste incroyable. Le curseur des Israéliens est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Avant qu'un Israélien soit traumatisé ou en tout cas soit impacté par quelque chose, Il faut y aller. eh ben, il faut le 7 octobre. Voilà, C'est c'est dire c'est- jusqu'à... C'est comme si, en fait, ils étaient en état de stress permanent et en fait, ils ont appris à vivre avec. si je comprends bien. Absolument. Ils ont Alors- même développé des compétences Alors, grâce à ça. Je vais dire un truc qui n'a rien à voir, Oui. mais ça reflète aussi, d'ailleurs on va en parler puisque tu es dans les traumas, ce que vivent aussi plein d'enfants à l'ASE. Absolument. Absolument. Depuis l'enfance, trauma sur trauma, en mode de vigilance, je peux le dire, je crache, je me permets, en auto-vigilance permanente. Permanente. Mais C'est ça, ce qu'on retrouve. cette autovigilance dont D'accord. vous parlez, c'est cette hypervigilance surtout, c'est un symptôme du psychotrauma. Israël, c'est un pays polytraumatisé. Les D'accord. Israéliens sont polytraumatisés. Mais ils sont la preuve qu'on peut vivre Avec. polytraumatisé avec, voire même, et c'est pas pour rien qu'ils sont extrêmement novateurs dans plein de domaines, voire même Ils sont, votre trauma, ils sont caméléons. Ils ça- arrivent à se ça mettre un dev- non, peu, ce trauma vous oblige à puiser dans des ressources qui font que vous allez développer des tas de compétences que vous n'auriez jamais eues sans ce trauma-là. tout à Donc fait. ça, c'est le côté magnifique du psychotrauma, si on peut le dire comme ça. Oui. Alors, Florence, tu vas en dire quelques mots aussi parce que tu travailles. Moi, avec je Emmanuel, travaille hein. avec Emmanuel. On s'est rencontrés en 2021. On était en contact sur LinkedIn. Et puis un jour, on a décidé de déjeuner ensemble. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir la force israélienne et Emmanuel à nos côtés. C'est aussi grâce à Emmanuel que j'ai rencontré Eric, mon vice-président, qui fait partie de ces formateurs France et francophonie, donc du CICE, puisque tous les deux, on a été formés par Emmanuel. Oui. Et nous, le CICE, on l'utilise, le protocole israélien, au quotidien dans la prise en charge des personnes qu'on accompagne au sein de l'association. Bah justement, explique-nous un peu, ça consiste en quoi, si tu peux. Hein. Alors, elle va l'expliquer mieux que D'accord. moi, mais alors le protocole israélien, c'est une technique qui permet de sortir en 90 secondes la personne de l'état de victime D'accord. en devenant aidant. C'est-à-dire
qu'on diminue de 50% le syndrome post-traumatique, le PPST, et c'est basé sur chaque C. Là, je pense qu'Emmanuel va son bébé va l'expliquer. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Florence, c'est que souvent, on rattache la méthode israélienne à un environnement de guerre. D'accord. Et en fait, ce que j'explique sans cesse, c'est que il n'y a pas besoin d'être en guerre pour se servir du 6C. C'est ce que la violence intrafamiliale, voilà, c'est ce que j'allais dire, si on enlève les mots de la bouche. Oui, mais c'est être en guerre. Je veux dire, être agressé dans la rue nécessite une intervention, c'est traumatogène. Avoir un accident de voiture, qui est ce qui génère le plus de troubles de stress post-trauma en France, nécessite d'être déchoqué. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'une situation de guerre. Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est que maintenant qu'on se rend compte qu'il faut être déchoqué? Ou est-ce que ça existe depuis Alors, en Israël, ça existe depuis 15 ans. Ouais. En fait, l'idée est partie du soldat en zone de combat qui n'est pas blessé physiquement, mais qui ne peut plus bouger, qui est paralysé, mais vraiment paralysé. Et donc, il met en danger toute son équipe et la mission. Donc, on cherche comment le déchoquer en quelques minutes pour continuer la mission. Être tout de suite dans le terrain. Tout de suite. Ouais. Et c'est venu de ce besoin qu'avait l'armée. Donc c'est resté pendant très longtemps. Ça veut dire une manière rapide de reprendre ses esprits. Oui, de déchoquer. Un petit peu comme un défibrillateur pour refaire repartir le cœur. Ouais. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire redémarrer le soldat en zone de combat, sinon il met toute son unité en danger. Et de continuer la mission et de la réussir idéalement. D'accord ? Puisqu'il n'était pas blessé physiquement, mais psychiquement. Oui. Et puis ça peut nuire à tout le régiment. Absolument, à toute l'unité qui est en train d'intervenir. Et c'est pour ça que c'est particulièrement efficace et que ça a nécessité que ça fonctionne en quelques minutes. Donc l'auteur s'est concentré sur ce cahier des charges, déchoqué en quelques minutes. Et après, seulement des années plus tard, on s'est rendu compte que ça avait un impact sur le développement de la maladie, le trouble de stress post-trauma. Cette maladie de la mémoire. Et on s'est rendu compte que ça l'avait divisé par 2 en Israël, ce qui a été un espèce de... D'accord. Il y a une étude Oui, il y en a plein. Il y en a plein, elles sont toutes sur le site officiel. Et en plus, je fais une parenthèse, nous, dans le cas des violences conjugales, quand on voit les personnes qui sont touchées, que ce soit violences sexuelles, conjugales, le harcèlement également, aujourd'hui, quand tu subis une agression, les personnes, quand elles vont porter plainte, elles sont souvent dissociées, elles viennent de subir une agression, donc elles sont en plein dans le trauma, ce qui fait que quand elles vont au commissariat, elles ont souvent un discours qui est décousu et dispersé. Ce n'est pas qu'elles mentent, c'est juste qu'elles sont dissociées et qu'elles ont le trauma qui est là. Ou souvent, elles paraissent plus fortes qu'elles ne le sont. C'est ça. Et des fois, elles racontent les faits de façon très détachée. Et aujourd'hui, on peut se mettre en cause. Et c'est pour ça que je suis ravie d'œuvrer aux côtés d'Emmanuel. Parce que si tu ne déchoques pas les personnes, aujourd'hui, si on se base sur les dépôts de plainte, mais tu as 99% de plaintes aujourd'hui qu'on peut remettre en cause. Parce qu'une personne qui n'est pas à 100% de ses capacités, qui est dissociée, qui est en plein dans le trauma, normalement, quand tu déposes plainte, tu dois être à 100% de tes capacités, sauf là, quand tu n'y es pas. On peut se poser sérieusement la question une remise en question. Une remise en question du dépôt de plainte. Moi, je sais, quand j'ai rencontré Emmanuel à l'époque, je me suis effondrée à table puisque j'étais en plein syndrome post-traumatique, et quand on a échangé, c'est grâce à Emmanuel que j'ai découvert que j'avais un syndrome post-traumatique qui n'avait jamais été pris en charge. Qui n'avait jamais été traité. En fait. Qui n'a jamais été traité. En fait, j'ai un syndrome post-traumatique sévère complexe qui a encore été diagnostiqué dernièrement, puisque ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis harcelée. Et que tout ça a réactivé la machine. Du trauma, on en avait parlé. Et donc, c'est Emmanuel qui a été... et je la remercierai jamais assez infiniment, parce que ça a été la première à me faire comprendre. Et je me rappelle, à table, on était à table, à me dire, voilà, je vais te faire le protocole. Elle me l'a fait en direct. Et ça a été la première... Et tu as ressenti une différence ? Oui, on sent dans les 90 secondes, quand elle t'applique le protocole, on le sent vraiment. C'est ce qui m'a donné après tout de suite l'envie de lui dire, écoute Emmanuel, je veux être formée. Il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Et moi, je vois aujourd'hui, je suis ravie d'avoir elle m'a présenté Eric, et que Eric il a œuvré pendant 30 ans dans les forces de l'ordre, il a pris sa retraite dernièrement. Aujourd'hui, il fait partie de ses formateurs, et je suis ravie de l'avoir, parce que avec Eric, on le met au quotidien, parce que nous, les personnes, quand elles nous contactent, souvent... Tu veux dire que tu l'appliques au quotidien au niveau des victimes de violences intrafamiliales, et de violences conjugales. Et également, c'est important de mettre les mots dessus. Et également de violences conjugales. De même que quand tu es harcelé, comme c'est mon cas depuis maintenant plus de 3 ans, que tu subis un cyberharcèlement,
cyberharcèlement, parce qu'on n'en parle pas assez non plus. Les dirigeants d'associations qui sont quotidiennement harcelés, ça c'est l'omerta aussi. On parle beaucoup de l'harcèlement scolaire, c'est vrai. On en parle aujourd'hui, c'est d'actualité, mais qui en parle? Et je pense que tout le monde devrait être formé au protocole israélien 6C, parce que ce sont les premiers secours psychologiques. Donc tu interviens tout de suite sur la personne, c'est-à-dire que tu lui portes vraiment les premiers secours. Et si tu la sors pas de là... Tu la déchoques en fait. Bah, tu la déchoques. Moi, je sais quand j'ai rencontré Emmanuel, aujourd'hui, dans un mois, j'ai 50 ans, bah, ça remonte, ça fait 2021 qu'on se connaît. Personne ne m'avait déchoqué, c'est-à-dire que j'étais encore en plein dans mes traumas. Alors, de toi à nous tous qui écoutons, est-ce que tu as vu un changement chez toi? Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as remarqué? Ben oui, en fait, quand est-ce que tu as avancé dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu prends les choses Bien, j'ai avancé, mais si je ne le rencontre pas aujourd'hui, je pense que je ne serai plus là, parce que dernièrement, tu penses que ça aurait pu aller jusqu'au suicide? Oui. Voilà, non, mais c'est crash. Oui, parce que faut dire les en choses. fait, ça fait un moment que je suis cyberharcelée. En fait, on m'a fait vraiment une mise à mort. Et le but des personnes à la tête de ça, c'est mon suicide. Elles ont presque failli réussir. La bonne nouvelle, c'est que voilà, je suis là et je compte bien rester. Et aujourd'hui, c'est aussi de faire comprendre aux gens ce que c'est quand on est cyberharcelé. La responsabilité de tous les gens, on ne te connaît pas, mais parce que quelqu'un va te diffamer, va faire une mise à mort, on va liker, on va partager, on va diffuser ça. Tu parles de quoi? Des affabulations en fait? C'est-à-dire, on va te porter tout un discrédit, on te fait une mise à mort sur les réseaux. On appelle aujourd'hui le cyberharcèlement, que ce soit toutes les définitions du cyberharcèlement, le harcèlement, tout ce que ça inclut. Oui, tu deviens une tête de turc en fait. Tu deviens une tête de turc, mais les gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, contribuent à ça. Ils vont repartager, ils vont déverser toute leur haine derrière. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, je peux dire la seule personne qui m'est venue en aide c'est Emma, quand je l'ai rencontrée. Donc le protocole 6C. Le protocole 6C, ça a été ça. Et elle m'a présenté après forcément Eric, qui m'a énormément aidée. Moi, aujourd'hui, si je suis encore là et debout, c'est à Emmanuel, c'est à Eric, c'est à Elisa, c'est à mon équipe pluridisciplinaire que je dois dire merci. Parce que pourtant, j'ai sollicité l'aide, j'ai expliqué ce que je vivais. Tu as sollicité des aides auprès d'associations? Non, mais auprès j'ai alerté sur ce qu'on vit, mais tu n'as personne qui te vient en aide. Donc aujourd'hui, si je ne rencontre pas Emmanuel et qu'elle ne me fait pas le protocole 6C et qu'aujourd'hui elle ne me déchoque pas, je ne serai pas là. Et c'est pour ça que nous, on l'applique systématiquement. C'est important. C'est important. Et les personnes, quand tu vis ça, aujourd'hui, c'est quand même de par le monde. Et quand tu parles les femmes, aujourd'hui, c'est une femme sur 3 dans le monde qui subit les violences de toutes ces formes, qui n'a pas le droit à l'accès à l'éducation, qui subit le sexisme, les inégalités, les mutilations. Tu penses que le protocole 6C devrait être appliqué un peu partout? Au niveau national, oui. Je sais qu'Emmanuel, aujourd'hui, interagit beaucoup dans les suicides auprès de la police, mais c'est vraiment la première chose. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde dans les pays nordiques, moi, je leur tire mon chapeau, la Suède, la Norvège, dès l'école, dès le primaire, on a fait apprendre les gestes de premier secours. Pourquoi on ne met pas le protocole 6C? Déjà, on apprend l'empathie, qui va revenir au goût du jour actuellement en France. C'est ce qui va revenir. On peut se poser des questions. On peut se poser la question. Je pense que le protocole aujourd'hui, si on le mettait en place, déjà qu'on forme tous les acteurs en lien avec les violences, déjà on ferait... Les acteurs en lien, ce qui veut dire ceux qui s'occupent de diverses associations, qui sont à la charge. Les primo-intervenants, en fait. Le premier qui découvre quelqu'un violenté, les forces de l'ordre. Forces de l'ordre, pompiers, forces de l'ordre, pompiers, urgentistes, enseignants. Ces gens-là devraient vraiment être formés. Assistante sociale, tu parlais de l'ASE. En fait, tous les gens, l'ASE qui sont... tous les gens qui sont en contact avec les victimes, c'est-à-dire avec l'urgence. Avec l'urgence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est dramatique. Par exemple, les violences psychologiques, on n'en parle jamais assez. Les violences administratives et financières, ça laisse pas de traces. Pour autant, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Ça peut même mener à la prostitution. Donc, tout à fait. Et ça laisse pas de traces physiques, mais indélébiles. Si tu prends pas en charge les gens, tu as des gens qui restent en trauma toute leur vie. Le cas de l'inceste. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'inceste. Tu as des gens qui subissent ça dans l'enfance, qui aujourd'hui ont 40, 50, qui sont encore enfermés dans les traumas, qui n'ont jamais été déchoqués et qui aujourd'hui, si on prenait, en fait on parle toujours des enfants d'aujourd'hui, il faut prendre en charge les enfants, mais tu fais quoi des enfants d'hier qui ont grandi, qui ont 20 ans, 30 ans et on n'en parle pas? Ils sont devenus adultes et qui pour la plupart sont des agresseurs. Voilà. On crache. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des... Mais comme le handicap... Ça n'engage que moi. Oui, comme le handicap. Quelqu'un de handicap qui a un syndrome post-traumatique, il est 4 fois plus accentué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Et quand on regarde aujourd'hui la prise en charge, on a les moyens d'aider les personnes. Et je pense que le protocole d'Emmanuel, ça devrait être la première chose maintenant.
qui À être devrait- mis en à place. être mis en place. Quand il y a eu l'Ukraine, enfin, les grands reporters se sont formés, elle a formé plein de gens. Quand le 7 octobre est arrivé, enfin, moi, je trouve que... Emmanuel, est-ce que tu l'as proposé au gouvernement? La première chose que j'ai fait il y a 3 ans en arrivant, quand on m'a confié le protocole, c'est d'aller voir 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Déjà, un point important, on t'a confié le protocole. Donc Oui. ça veut dire que tu as démontré ta capacité à pouvoir être quelque Oui, part oui, bien sûr. Je pense que instigatrice, oui, voilà. la important. confiance, la la confiance, maîtrise. la Moi, je parle de maîtrise, maîtrise. l'expérience Voilà. ont fait que, je pense, important. le choix a été fait comme ça. Et puis c'était important pour moi qui avait essayé j'ai accepté parce que c'était important pour moi qui avait essayé de réparer le plus du mieux que je pouvais avec les techniques que j'avais qui sont aujourd'hui à disposition pour tous les thérapeutes. Le psychotrauma trouve leurs limites. Oui. On le soigne mal, le psychotrauma. Tout à fait. Donc le MDR peut fonctionner, les thérapies animales avec les chiens et l'équithérapie peuvent fonctionner, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas dont le résultat n'est pas garanti. On peut dire que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Oui, c'est clair, experte, ça ne Par fonctionne exemple, pas sur tout le monde. Le syndrome Absolument. post-traumatique sévère complexe, C'est compliqué, le absolument. MDR ne fonctionne pas sur ces thématiques-là. Et puis c'est au cas par cas aussi. C'est ce que j'allais C'est-à-dire dire, qu'il y a des c'est choses qui au cas par fonctionnent cas. sur des gens, d'autres pas. Donc on ne peut pas dire, voilà, prends ça et ton PTSD va partir. On n'est pas en capacité aujourd'hui de le faire. Alors que le CIC, c'est Par plus contre, une généralité, j'ai l'impression. Le CIC, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déchoque la personne qui a subi une menace et il enclenche très vite les mécanismes de résilience dès l'urgence. Ce qui fait que le risque de développer la maladie, le trouble de stress post-trauma, s'effondre de façon importante. Au lieu de rester passif et victime, donc immédiatement, il a une posture qui consiste, comme les Israéliens, à faire face à la menace. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, une manière Donc c'est ça qu'on lui apprend. d'autodéfense. en fait. Oui, c'est une autodéfense mentale. Voilà. Moi, j'appelle ça un bouclier cognitif. Quand on a des métiers comme les policiers, comme les pompiers, qui vont voir du trauma tous les matins chaque fois qu'ils quittent leur maison, les grands reporters. ou les grands reporters, ils savent qu'ils vont voir des saloperies. D'accord ? Quand on sait qu'on va avoir un métier qui va nous confronter à des scènes traumatisantes, traumatogènes, on a besoin d'un outil qui nous protège en partie. Le bouclier et l'arme, ça suffit pas, d'accord ? Donc il faut quelque chose mentalement. Il nous faut un bouclier mental. Moi, j'appelle beaucoup le protocole CIC comme étant un bouclier cognitif. C'est le bouclier vraiment pour nous protéger des blessures psychologiques. En fait, de notre nous-mêmes, quelque part. On va dire ça comme ça. En tout cas, de notre santé mentale, c'est certain. Donc, si on a la capacité, dès qu'on se sent équipé d'une méthode qui permet de faire face à la menace de mort, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais on y va en étant outillé, en étant équipé. Comme le policier, lorsqu'il est en intervention, il sait qu'il a son arme, il sait qu'il a son binôme qui va le protéger, et il sait qu'il a son gilet pare-balles. Ben, c'est la même chose dans la tête. Ça voudrait dire que, par exemple, pour les femmes victimes de violences qui vont, par exemple, chez leur assistante sociale, elles seraient capables, si elles pratiquaient ce protocole, de les déchoquer pour qu'elles arrivent à faire face avec un bouclier si elles sont en situation de... En fait, le bouclier n'est pas... Le CIC n'est pas une thérapie. Hein, encore une fois, c'est très gentil ce qu'a dit Florence. J'appuie pour comprendre. Absolument. Ce qu'a dit Florence, c'est très gentil par rapport au CIC, mais le CIC n'est pas une thérapie. Le CIC gère la crise. Moi, je vois comme un bouclier. Ça gère en temps de crise. Voilà. Vous avez un accident de voiture, vous êtes dans un état, c'est comme un airbag qui vous permet ensuite le but, c'est quoi ? C'est de se ressaisir et de faire des choses efficaces. Parce qu'il faut que vous retrouviez un sentiment d'estime de vous-même et d'efficacité. D'accord ? L'idée, c'est de ne pas ancrer la posture victimaire. On est victime un temps, mais si tu as fait face, alors tu bascules dans le camp des survivants. C'est très différent. Et ça conditionne les années qui vont suivre derrière. Et une question tout à fait anodine. Quand on fait le protocole CIC à quelqu'un, est-ce que les pupilles de la personne se dilatent ?
Est-ce que alors, quand les gens sont en état de choc, souvent ils ont les pupilles D'accord. dilatées, mais ça n'a pas de... Ça n'a pas de conséquences. Non, les pupilles... De toute façon, quand quelqu'un revient, la pupille se recontracte immédiatement. C'est un des... Mais Parce qu'il y a et une nous, étude russe, oui. je parle de ça, Oui. parce qu'il y a une étude russe des soldats russes Oui. qui étaient justement comment dire, travaillés, on va dire, justement à résister à ce Oui. genre de Oui. choses, souvent se trouver dans des états seconds, donc Oui. avec pupilles dilatées, Oui. et arriver à faire face à des chocs post-traumatiques Oui. et aller même beaucoup plus loin à faire des choses, par exemple, que dans l'état ordinaire, ils n'auraient pas pu D'accord. faire. Et du coup, on retrouve un petit peu, on a l'impression que... Je ne sais pas de quoi vous parlez, ça ressemble quand même à de la drogue, ce que vous dites. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc non, ça ne s'apparente pas du tout au 6C, si c'est ça. Non, le 6C, au contraire, va aller dans une partie, va activer une partie de votre cerveau, qui est la partie qui vous permet de fonctionner normalement c'est tous pas de les la jours. drogue, voilà, c'était Ouais. un état d'esprit mental, c'est-à-dire qu'il y avait un mot, quelque chose qui déclenchait l'individu, Mhm. ou alors c'est dû Comme à la torture. l'hypnose peut-être. Oui, Comme voilà. l'hypnose Ou l'hypnose. peut-être. Et en fait, les pupilles se dilataient et la D'accord. personne Peut-être comme l'hypnose. se retournait en fait, était en capacité d'affronter. D'accord. Non, donc ça n'a Je rien à connais- voir. non, C'était non, juste en tout pour cas, ça, voir, non. Le 6C, lui, il sert, lorsque vous êtes en état de choc, à basculer d'un état d'impuissance à un retour à un fonctionnement normal. Normal et efficace. Et si j'ai fait face à un accident de voiture ou à un viol, et que malgré tout, je me lève, j'arrive à téléphoner, j'arrive à expliquer très concrètement, à décrire les gars, à dire par où ils sont venus, à donner des détails, si j'arrive à faire tout ça, et plus les 3 autres étapes dont on a besoin avec le 6C, alors j'ai eu peur, mais j'ai fait face à la menace. D'accord. Cognitivement, je suis redevenue en état de fonctionnement normal. Je peux faire un dépôt de plainte qui sera fiable, d'accord, par exemple. Et quand je rentre chez moi, si je dois rester actif pendant au moins 6 heures après la il menace. sera fiable, je crache, Hein ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas classé. Ça n'engage que moi, encore une fois. Oui. Oui, mais c'est voilà, les gens qui déposent plainte et qui accueillent les plaintes auraient tout intérêt à être forts. Ben oui, évidemment. Parce que Moi, je fais vraiment partie, comme le dit Florence, hein, le 6C, c'est le PSC1 du trauma psychologique, c'est-à-dire les gestes de premier secours. Les enfants aujourd'hui, et c'est extra, on les forme à l'école aux premiers gestes de secours physique. Il faut qu'on fasse la même chose. C'est ce qu'on fait en Israël. On les forme au premier secours physique, on les forme au premier secours mental. D'accord ? Et c'est fondamental parce que contrairement à la blessure physique, la blessure psychique, elle peut vous suivre toute votre vie. Et non seulement elle peut vous suivre toute votre vie, mais elle peut se transmettre jusqu'à 3 générations. Tout à fait. Et ça, c'est Et on le voit un souvent, problème sanitaire énorme. On le voit souvent chez les victimes, hein, elles ont du mal à réaliser que ça a un impact. Souvent, Parce que ça ne se voit dans pas. des groupes de parole, les victimes disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas eu de blessure physique. J'ai eu que la blessure, de la violence psychique. » Mais c'est tout autant important et c'est bien de le cracher, de le dire aujourd'hui. Et les neurosciences, d'ailleurs, il faut arrêter de dire que le psychotrauma est une blessure invisible parce que les progrès des neurosciences Ils le voient, ils le constatent, et l'imagerie effectivement. médicale Effectivement. permet maintenant de voir qu'en fonction de la taille de votre amygdale, si vous êtes impacté ou pas par un psychotrauma. Donc on voit, c'est plus une maladie invisible, on peut la voir. Donc il ne faut pas hésiter à aller en parler. Le psychotrauma, il a ceci de particulier comme le suicide, puisque de toutes les façons, quelqu'un qui est atteint d'un psychotrauma, au bout du chemin, s'il s'en sort pas, c'est le suicide. Comme le disait Ça ne, Florence tout à l'heure. ça ne dépend que de lui, en réalité. Il faut qu'il ait envie, c'est ça qui est difficile, il faut qu'il ait envie d'aller mieux. Donc on repart sur Israël. Donc on a vu un peu, c'était tout ce que tu as appris, les méthodes contre les traumas, au niveau du psychisme. Tu te maries, tu fais une vie familiale ou alors tu restes que dans ton domaine professionnel en tant que femme? Non, je suis restée très longtemps célibataire. Oui, non, mais oui, parce qu'il y a des femmes qui choisissent la carrière. Non, mais c'est non, important j'ai pas choisi du tout la carrière, D'accord. pas du tout. Moi, je cherche à savoir. J'ai pas est-ce que- pas du tout choisi la carrière. J'ai choisi ma survie pendant très longtemps. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait l'essentiel du temps, même en même temps que les études. Donc la vie familiale, c'était secondaire. Tu as mis ça en second plan. En tout cas, ce qui était certain, c'est que je savais que je n'aurais d'enfants que quand j'aurais réglé moi-même mes traumas. C'était certain. C'était un Ouais, choix. c'était un choix, C'est absolument. important aussi de Ouais. le dire. D'accord. Je pense qu'il y a des choses.
je savais que des choses se transmettaient et qu'il n'était pas question qu'il y avait des choses dans mes mains que je pouvais régler. Après, ce qui se transmet génétiquement, c'est autre chose, mais en tout cas, ce qui était dans mes mains, je voulais le régler. Et puis, je devais faire face à ma propre survie pendant longtemps, donc il n'y avait pas de place pour des enfants en toute sécurité dans ma vie. Et ensuite, petit à petit, c'est arrivé? Et ensuite, quand j'ai décidé de décrocher de mes activités sur le terrain et d'imaginer que je pouvais vieillir, parce que pendant longtemps, j'ai cru que... Comme toutes les femmes. Non, pas que j'ai cru que j'allais pas vieillir, mais j'ai cru qu'en fait, j'ai cru que je serais éliminée en réalité. Donc, Ah, tu parles tout le temps de survie, effectivement. oui, parce que mes activités mettaient ça en jeu. Donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que voilà. Et puis au pire, mon mari s'en occupera. Voilà. Non, mais c'est important. Et puis, on voit l'état d'esprit en même temps. On voit qu'il y a toujours cette peur. On ne sait pas sur... C'est pas de la peur, c'est vraiment la conscience que... alors, ça dépend de vos activités, hein, c'est pas de la paranoïa. On peut mourir demain. Mais, alors, quand vous êtes israélien, vous savez que vous pouvez mourir, pas demain, mais tout à l'heure. Ouais. Et ça permet d'apprécier la vie de façon très différente aussi, et de la vivre de façon très différente. Les Israéliens sont des excités permanents, sont toujours pressés, parce qu'ils ont et je pense que ça doit être pareil au Liban et dans d'autres contrées. Cette énergie qui est de vite faire les choses avant que le manège s'arrête, parce qu'il peut s'arrêter à tout moment, et ça on en a moins conscience, bien sûr. Ils ont un point en commun avec les musulmans, la famille est importante. Globalement, tous les Méditerranéens, j'ai envie de dire. D'accord. Les Méditerranéens, les Grecs aussi sont comme ça. La famille, c'est important. Les Italiens sont comme ça aussi. Donc, à quel moment tu décides de quitter Israël pour Je reviens en France il y a à peu près combien de temps? J'avais une quarantaine d'années. Oui, c'est ça. 37 ans. Ouais. Je reviens en France. Et je donne des consultations. Oui, parce que tu as été choisie aussi pour ce protocole. Le protocole, c'était il y a 3 ans, donc c'est récent. Donc, tu reviens avant. Je reviens avant et je donne des consultations en psychotrauma. D'accord. Voilà. Des consultations civiles et militaires, les deux, en France et en Israël. Le MDR, l'hypnose et les thérapies pour prendre en charge les psychotraumas, avec les limites qu'elles ont. Militaire et civil, comme tu dis. D'accord. Et toujours avec un pied en Israël, un pied en France. Et là, tu décides de contacter certaines associations pour te faire connaître? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, quand l'auteur du protocole m'a confié la méthode, l'enseignement de la méthode, je suis revenue en France et j'ai demandé à présenter la méthode au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé. Voilà, le ministère de l'Intérieur a été très à l'écoute, mais je pense qu'ils sont aux prises avec des process et des enjeux qui m'échappent, qui ne sont pas dans mes mains dans ce sens-là. Et celui de la santé? Et celui de la santé, il y a eu un veto très net vis-à-vis d'Israël. Ouais. En général, de toutes les façons, pour résumer, ce qui a posé problème avec le CIC et les institutions publiques, c'était l'origine du protocole. D'accord. J'aurais dit le protocole était cubain, ce n'était pas un problème. À partir du moment où il venait d'Israël, ça commençait à poser problème. Donc on m'a demandé de le renommer, on m'a demandé de dire qu'il était international, on m'a demandé et comme j'ai refusé de ne pas dire l'origine du... C'est peut-être que moi, mais je ne vois pas pourquoi si un protocole fonctionne, pourquoi est-ce qu'il devrait être renommé? Parce que tout ce qui est israélien est radioactif. D'accord. Parce qu'il y a en France et en Europe une communauté musulmane foncièrement anti-israélienne et que personne ne veut se la mettre à dos. D'accord. Il faut un courage phénoménal pour se la mettre à dos. Finalement, tu dis que les pouvoirs publics, les pouvoirs... oui, sont très précautionneux. D'accord. Et qu'ils ont peur qu'il y ait un affrontement entre deux populations? En tout cas, avant même l'affrontement, avant même d'arriver à l'affrontement, il y a la question du rejet. Ça a été la même chose avec le Krav Maga au sein des forces de l'ordre. Le Krav Maga, qui est une technique de défense, il a fallu du temps. Ouais, il a fallu du temps pour qu'elle s'impose au sein des forces de l'ordre parce qu'elle venait d'Israël. Donc ça prend toujours des chemins qui sont longs quand ça vient d'Israël, mais ça finit par faire son chemin.
Au même titre que le 6C finit par faire son chemin parce que il est fait pour des gens de terrain. Et quand les gens du terrain disent à leur hiérarchie, ce truc-là, il marche, c'est juste incroyable, ça va être compliqué à un moment donné de toujours dire non. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur a accepté Non, le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, n'a rien accepté. Ils une association de policiers a remis il y a 2 ans une proposition de déployer le protocole sur toute la police nationale. Monsieur Darmanin a dit qu'il l'examinait, qu'il la transmettait à l'ARS, la haute autorité. Et personnellement, en tout cas, je n'ai jamais été contactée sur ce point-là. Donc il n'y a pas eu de retour. Donc il n'y a pas de retour. Voilà. Et en attendant, Pour autant, tu as pas mal de forces de l'ordre que tu formes. Ils viennent en off. De toutes les façons, d'accord. chaque fois qu'une administration ferme officiellement la porte, ils viennent en off. Et alors, je me pose la question, quand tu me dis ils viennent en off, comment ils sont au courant de la chose en fait? Ils viennent spontanément, c'est d'écho D'abord, certaines unités d'élite sont venues se former. D'accord. Ensuite, certains sont venus à titre individuel. Ils ont trouvé que c'était l'outil qui leur manquait, que c'était performant. Et ils en ont parlé à leurs collègues. D'accord. Tout simplement. Du bouche à oreille. Ça n'a été que du bouche à oreille. En tout cas pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, ça n'a été que du bouche à oreille. Globalement, ça n'est que du bouche à oreille. Et c'est très bien comme ça. Et pour l'instant, le bouche à oreille, on voit, il y a un impact positif. Il est énorme. Il est énorme. Les formations sont complètes jusqu'en 2020, fin 2024. Pour du bouche à oreille, moi je dis le ministère, réveillez-vous. Et il y a des entreprises aussi françaises qui se forment. Nous, je sais qu'avec Emmanuel, on travaille ensemble pour faire de la prévention au sein des entreprises qui sont intéressées. Quand elles nous sollicitent, à ce compte-là, c'est vers Emmanuel tout de suite pour former. Et je pense... Les entreprises, c'est à quel niveau? Par exemple, les précurseurs, ça a été la SNCF. La SNCF, sur le plan national, déploie le 6C depuis 2 ans. Donc c'est depuis 1 an. Donc c'est un énorme... La SNCF par rapport au multitude de suicides? Non, moi aussi, c'est ce que je croyais. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. J'ai eu la même réaction au départ. Et en réalité, la question qui interpelle le plus les entreprises, c'est le niveau d'agression et de violence auquel sont confrontées les entreprises. C'est-à-dire que dès que vous êtes confronté à du public, vous êtes confronté à de la violence et à ce qu'on appelle politiquement correctement les incivilités, qui n'est d'autre que de la violence et des menaces, souvent des menaces de mort. Alors avant c'était graduel, maintenant directement on va vous faire une pâtie ou on vous menace de mort. Oui. On l'a vu généralement avec les chauffeurs de bus, c'est un peu ça. Voilà. Il y a eu un cas comme ça. Après, tu as des institutions qui lui demandent, comme la ville de Cannes, la ville de Nice. Il y a des institutions aujourd'hui qui ont pris conscience aujourd'hui. C'est ça. Il y a des gens plus lucides que d'autres, ou qui ont plus de courage que d'autres, ou qui ont plus de budget. Ou chacun voit midi à sa porte. Chacun a ses voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Est-ce que tu dirais que toi, tu as confiance et que tu sais que ça finira par aboutir? Au milieu du. Mais je trouve même que. Alors, au niveau du ministère de la Santé, je ne sais pas. Je pense qu'ils en ont besoin et que ce serait bien qu'ils se repenchent sur la question parce que les gens du terrain en ont besoin. Il n'y a rien en urgence. Globalement, il n'y a rien en urgence en Europe. Il n'existe rien. C'est-à-dire qu'en prise en charge, en thérapie, les psychologues sont là et sont formés. Il y a une expertise. Mais dans l'urgence, la France n'étant pas un pays en guerre, il n'y a pas de méthode efficace qui est mise en place. Il existe quelque chose dont se servent ponctuellement des cellules qui sont activées dans des cas bien précis, mais qui n'a rien à voir avec le niveau d'urgence du 6C. Non, pour l'instant, ils n'en ressentent pas le besoin. Donc, les gens du terrain en ont besoin. Les gens du terrain en ont besoin. S'ils avaient ce bouclier-là, ce qui est certain, non seulement ce serait un plus, mais il y aurait moins de suicides, ce qui me paraît non négligeable. Il y a beaucoup de suicides dans les forces de l'ordre. Mais chez tous les primo-intervenants. Les pompiers, il y en a beaucoup, mais c'est mis sous le tapis et il y a une omerta. Les gendarmes, il y en a. Et comme pour les policiers, ça se dit, et ça c'est très bien que ça se dise. Déjà, c'est un tabou qui est levé. Les facultés de médecine, pareil, en 3 ans, vous avez déjà 3 facultés de médecine qui enseignent le 6C, ce qui est énorme comme progrès. Donc les gens qui sont au fait des neurosciences sont tout de suite... Se rendre compte que c'est nécessaire en fait. Se rendre compte que c'est non seulement nécessaire mais efficace. Et après c'est juste des guerres de chapelle, des guerres des enjeux politiques qui échappent complètement au travail que nous on peut faire. Est-ce que c'est encore aussi un problème d'ego
pas du tout? C'est un problème d'ego parce que, bien sûr, c'est un problème d'ego parce qu'au ministère de la Santé, au même titre qu'ils ont tourné, ils n'ont jamais accordé à Muriel Salmona la place qu'elle mérite parce qu'elle se bat depuis 20 ans, on l'a jamais invitée, on l'a jamais. On l'a dit. Voilà, elle a toujours été mise de côté parce que Alors c'est une précurseuse, elle aussi. alors qu'elle est précurseur, mais il faut remplir certains critères. Et ces critères-là, l'un des critères qui vous exclut, c'est le fait d'être juive. Et c'est le point commun d'ailleurs avec Muriel. C'est l'une des premières phrases que m'a dit le ministère de la Santé, mais des gens très particuliers qui s'occupent de psychiatrie au ministère de la Santé, donc qui sont sur le temps de l'urgence, qui est le temps du CIC. Je ne parle pas de tous les autres départements du ministère de la Santé, mais ces gens qui sont sur la temporalité de l'urgence m'ont dit très clairement, on n'a pas attendu les Israéliens pour être efficaces en urgence. Donc tu l'as entendu, donc, ils te l'ont dit. Mais non seulement on l'entend, mais on connaît le parti pris anti-israélien. Donc voilà, c'est un fait établi, mais ça n'empêche pas les choses d'avancer. Beaucoup de gens ne le savent pas, ça, ce que tu es en train de dire. C'est important de mettre Mais des parlementaires m'ont dit, est-ce que vous pourriez renommer le protocole ou éviter de dire qu'il vient d'Israël? Donc ça va loin. Ça va loin. Oui, ça va loin. Et les gens qui sont sur le terrain s'en fichent royalement. Ils savent qu'au contraire, parce que ça vient d'Israël, c'est une garantie d'efficacité et d'expertise, puisque c'est le pays du trauma. Donc il y a un travail qui va se faire par le terrain. Vous savez, les décisions de changement, elles viennent ou du haut ou du bas. Quand elles viennent du haut, le terrain les accepte difficilement. Quand elles viennent du terrain, c'est Quand elles viennent du terrain, par capillarité, ça remonte. Ouais. Donc c'est nécessaire. J'ai aucune inquiétude sur le fait, de toutes les façons, le fait que les sessions soient complètes sur une année à l'avance dit les choses, dit combien ça répond à une demande et combien c'est efficace. Donc si le dit ouvertement, c'est que ça va bouger. Alors justement, ça va bouger. En Israël, on a vu ce qui s'est passé, comme tu disais, le 7 octobre. Et qu'est-ce que tu voudrais dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont été pris en charge avec en Israël? Oui. La méthode, en fait, c'est la façon dont c'est le protocole de l'État d'Israël. Mais je voudrais que tu en parles un petit peu. Donc dès qu'on a su dès que l'auteur du protocole, qui fait partie au sein du gouvernement de tout ce qui est urgence psy. Donc dès qu'on a su que le 7 octobre avait eu lieu, l'auteur du protocole, le professeur Farki, a pris son équipe israélienne et a été directement dans le sud pour gérer les survivants et les soldats qui ont découvert des scènes qui viennent d'une autre époque. Alors, des scènes qui viennent d'une autre époque. Alors, je vais te demander peut-être... À quoi ça ressemble? Non, mais c'est important. Alors, oui, bien sûr que c'est important. Alors, je te dis pourquoi. J'ai aucun problème avec la description des faits, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre, qu'il faut dire. En fait. Je vais vous parler d'une militaire qui m'appelle et qui me dit qu'est-ce que je dois faire? Il y a un groupe de femmes, leur sexe est séparé de leur corps et les seins aussi, et ils sont suspendus. D'accord. Et les femmes elles sont encore vivantes. Et elles sont toutes en état de choc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Premier exemple. Autre exemple, ils rentrent dans une crèche, il y a 40 bébés, donc ils ont séparé les têtes. Massacrer, séparer les têtes. Ou cette maman qui est enceinte, dont on ouvre le corps, on enlève, parce qu'elle était presque à terme, le bébé de son ventre et on le décapite et on le pose à côté. Ou cette famille qu'on a attachée ensemble et qu'on a brûlé vif ensemble. Donc on a retrouvé les cendres, un petit peu comme à Pompéi, tu vois, par exemple. Ou ces gens qu'on n'a toujours pas retrouvés et on est obligé de faire venir des archéologues pour... avec les cendres, essayer de... Et on a retrouvé également des femmes dans lesquelles qu'on a tellement violé. Oui, 67 spermes différents sur la même femme, le bassin fracassé. Et dans lequel, dans certains organes génitaux, on leur a tiré une balle et c'est ressorti au niveau de la tête. Ça, aujourd'hui, c'est... Ça, c'est dans les rapports. Parce que moi, bien sûr, c'est dans le rapport. Tous les rapports, j'en ai pas bien entendu sûr. Parler, je pense d'ailleurs que le médecin légiste qui est en charge de tout ça fait un travail phénoménal. Mais j'espère qu'il sera
très entourée parce que je ne sais pas comment. Là, pour le coup, j'ai une admiration sans borne pour les médecins légistes du 7 octobre. Comme il y a des corps qui ont été retrouvés où il faut rassembler les morceaux et on ne sait pas si on arrivera à identifier. Oui, cette aussi. jeune fille dont on n'a que les cendres, donc il faut identifier. Enfin, on fait venir des archéologues, je ne sais pas si vous vous imaginez, tellement il est compliqué d'identifier qui est qui. On est encore en train d'essayer d'identifier. Il y a des gens qui n'ont pas été Je suis identifiés. crue, hein, mais non, j'essaie mais il y a des gens qui n'ont pas été identifiés, donc on est avec des tas de cendres et on essaie d'identifier. Donc c'est juste, c'est une barbarie d'un autre temps. D'accord. Mais ça a été bien pensé, hein, de toutes les façons. Ça a été anticipé, réfléchi, planifié. Les familles sont prises en charge par ce protocole aussi? Oui, en fait, tout le monde a été pris en charge par ce protocole, ainsi que les otages libérés. Le professeur Farchi était sur les lieux et a fait en sorte que chaque retour d'otage, les otages soient pris en charge façon 6C. Après, il y a d'autres procédures qui viennent se gréver, qui sont plus de l'urgence. Mais tous ceux qui sont dans un temps de crise ou en situation d'urgence, chaque retour d'otage a été pris en charge avec le 6C. Je vais être encore crue, mais moi, ce que j'ai entendu sur certaines chaînes infos que je ne nommerai pas, j'ai entendu dire que de toute façon, ça a toujours existé, y compris les pogroms, les viols de guerre. Cette barbarie, les viols de guerre, y compris en RDC. Oui, en République vous en pensez quoi? Sûrement. Oui, alors ça touche la République du Congo, l'Iran, l'Afghanistan. Et au Congo, il y a les femmes, que ça part des bébés jusqu'aux femmes âgées de 90 ans, qui subissent tout ce que vient de décrire Emmanuel, où on retrouve où elles ont les organes qui sont coupés, où on retrouve des ciseaux implantés dans les vagins. De toute façon, le viol, c'est un crime de guerre, c'est un génocide de masse. Aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité qui est rarement sanctionné. Et à côté de ça, on ne parle pas que de ça. Il y a également plein de choses. C'est une destruction massive qui exclut également l'esclavage sexuel et la traite humaine. Et aujourd'hui, quand on voit ce que subissent les femmes, que ce soit en Iran et partout de par le monde, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a depuis le 7 octobre, il y a encore des otages. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les libérer? Il y a quand même 8 prix Nobel qui sont intervenus auprès. Alors, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est pour ça que je reviens dessus. Beaucoup de gens disent des guerres, il y a toujours eu des guerres. Et en RDC, c'est le cas. Il y a eu des otages aussi. Et en Afghanistan aussi. Pourquoi là, ça devrait être différent? Donc, moi, on ne demande pas à ce que ce soit différent. Voilà, on demande juste à reconnaître les faits, simplement. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays, où on a acté des violences, le premier mouvement vis-à-vis du 7 octobre a été une espèce de gigantesque tsunami de déni. Il y a tout un pan, un certain nombre de pays qui ont dit non, c'est pas vrai, ce sont des images de synthèse, non, c'est pas vrai, ça a été inventé. Et ça, je l'ai jamais entendu le 11 septembre. Si, remarque, le 11 septembre, ça s'est dit aussi, mais je l'ai jamais entendu dans les autres massacres qui ont eu lieu. On n'a jamais dit c'est pas vrai, c'est du fake. Israël, c'est du fake. Donc c'est assez extraordinaire. Et je pense que c'est la seule chose que demandent les Israéliens. Ils ne demandent pas qu'on les plaigne, c'est tout. Ils demandent juste que ce soit reconnu au même titre que n'importe quel autre massacre. Mais qu'on ne dise pas que ça n'a pas existé. Exactement. Est-ce que quand même tu reconnais, si on prend ce que les autres chaînes disent, que c'est vrai que de toute façon en RDC, des femmes ont été pareil violées, où on a pu où ils ont eu. D'ailleurs, j'ai reçu quelqu'un ici qui parlait du docteur Denis Mokobé, qui répare les femmes qui ont pareil, ont été sexe-sectionnées, seins tranchés, qui ont reçu pareil des balles dans le vagin, qui l'a réparé, qui est encore vivante d'ailleurs. Donc, est-ce que tu es d'accord que finalement c'est le propre de la guerre qui engendre ça? Je ne sais pas si c'est le propre de la guerre ou le propre de certaines croyances, de certains types d'endoctrinement. D'accord. Je ne sais pas si dans tous les pays, on fait ça aux femmes qui sont en guerre. Mais par contre, en RDC, on l'a fait comme en Israël. En RDC, ça fait 30 ans qu'on subit ça en Israël. Aujourd'hui, c'est un génocide de masse. Oui, on peut même appeler ça RDC, un féminicide de masse. C'est ce que les... Mais c'est pas plus normal qu'en Israël. On est tout à fait d'accord sur ça. Donc toi, juste, tu veux que ça soit reconnu. C'est tout. Il n'y a aucun Israélien... Il n'y a aucun Israélien qui demande à ce qu'on le plaigne. Il demande juste à arrêter de dire que ça n'a pas existé. Je veux dire, on voit dans des universités extrêmement prestigieuses, Harvard ou Columbia, des étudiants dire que c'est pas vrai, que les Israéliens ont tout inventé. D'accord.
Ça, c'est Voilà, inacceptable. non, ça, C'est voilà, d'une c'est juste injustice, ça. C'est ça qui est inacceptable. De toute Alors, façon, toute victime veut le- que son statut soit reconnu. les massacres, les Israéliens font face à ça. Maintenant, c'est compliqué de faire face à des pays ou à des populations qui disent ça n'a pas existé. Là, fondamentalement, c'est un négationnisme qui est grave. En RDC, Oui. on a vu les casques bleus. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu quelque chose en Israël? Non, il y a 8 lauréats du prix Nobel de la paix qui ont mobilisé les Nations Unies afin que l'ICR et la Croix-Rouge interviennent. Je ne crois pas qu'à ce jour, Non, on doit en être à plus de 110 jours de captivité. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 4 mois qu'il y a des gens dont... J'ai vu, il y a un compte à rebours à Nice. Oui, mais je ne sais plus qui l'a mis en place. Ben, je crois que c'est les Estrosi- ambitieuses, je ne sais plus. Ça fait 4 mois qu'il y a des gens qui vivent sous terre, dans des tunnels, où c'est à peine respirable, et le plus jeune a 1 an. C'est D'accord. juste délirant. Lyri, elle a eu 19 ans hier. Ils n'ont jamais vu la Croix-Rouge. D'accord. En fait, on est MeToo, sauf quand les gens sont juifs ou femmes. C'est très curieux, mais en particulier juifs. Il n'y a pas de Croix-Rouge, Quand il n'y a tu pas dis d'UNICEF pour les enfants MeToo, juifs. Tu penses que MeToo, enfin, MeToo, ça les n'a pas femmes... été soutenu? Mais pas du tout. Non, mais crash. Pas moi, du tout, oui. Enfin, il n'y a je suis aucun là pour mouvement te- féministe qui a soutenu les femmes juives massacrées. Il n'y a aucun mouvement de défense des enfants, pas même l'UNICEF qui est venu soutenir les enfants qui sont en otage ou qui ont été massacrés. Et la Croix-Rouge est aux abonnés absents depuis 4 mois. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Et est-ce que Il y a des gens qui ont des traitements lourds, qui ont Tu été sais à quoi c'est dû, captifs. ça Est-ce qu'on en revient au même problème que tout Au à l'heure? même problème. On en revient au même problème qui avait déjà été... D'ailleurs, c'était avec Sarah Halimi. J'avais Au même reçu problème. Jonathan Béat. Oui. Et en fait, on vient au niveau justement des affrontements. Finalement, c'est une peur de ne pas pouvoir canaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, Crash, moi, je ne sais pas. Je trouve Qu'est-ce que je pense de quoi du fait, mais de toutes les façons, c'est pas un secret. Il y a une partie de la population, une petite partie de la population musulmane qui déteste Israël, qui déteste les Juifs. Donc, dès qu'on peut, quelle est la question en fait? En fait, est-ce que c'est pas justement la peur de ne pas pouvoir gérer les deux Oui, communautés? Sûrement. Exactement comme il y avait eu le Oui, problème sauf que- avec Halimi et Traoré, par exemple. Il y a un manque de courage évident. Si c'est la question. Juifs musulmans, Il y a ça un- revient au même. Il y a un manque de courage évident, sauf que les chiffres ne sont pas les mêmes. En France, il y a 400 000 juifs. Autant dire qu'il n'y a plus personne. Quand il commence à ne plus y avoir de juifs dans un pays, si vous vous tournez vers l'histoire, vers tout ce qui s'est passé dans l'histoire, chaque fois que les juifs sont partis d'un pays, le pays a basculé dans le totalitarisme. Il reste 400 000 juifs. C'est rien, 400 000 Ça juifs. rejoint ce que je suis en train de te dire. Donc, à côté d'autres populations qui sont hyper actives. Alors, je vais reformuler ma question, tu vas me répondre. Est-ce que tu penses que la Croix-Rouge et que tous ceux qui auraient dû venir en aide à Israël ne l'ont pas fait parce que justement vous êtes plus que 400 000 en France et que l'autre communauté est plus importante? C'est pas la France c'est pas les Juifs de France qui font souci. L'ONU est constituée en grande partie par les postes clés sont pris par des pays arabes. Ces pays arabes détestent Israël. D'accord. Guterres en premier est foncièrement anti-israélien, le secrétaire de l'ONU. Foncièrement, il ne s'en cache pas, ou il s'en cache très mal. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles il n'y a pas eu de soutien vis-à-vis d'Israël. C'est une question c'est une question... Donc, tu penses que c'est lié à l'ONU? Mais l'ONU est préemptée par les pays arabes. Les décisionnaires, qui c'est qui représente les droits de l'homme? C'est l'Iran à l'ONU. Quand on a dit ça, on a tout dit. L'Iran. Donc, on a un vrai problème de... Et pourtant, tout à l'heure, tu disais qu'il y a une petite communauté musulmane qui n'aime pas les juifs, mais là... Oui, mais celle-ci est très virulente. D'accord. Et les autres ont peur, donc ils gardent le silence. Mais c'est bien aussi de dire que c'est une petite communauté. Oui, j'en suis persuadée. Mais c'est une petite aussi qui a amené le nazisme. Hein. Mais c'est les plus virulents. Donc, c'est comme là, quand on regarde, on revient sur les otages. Il y a un rapport médical qui est tombé début janvier qui met en exergue l'état de santé des otages aujourd'hui en Israël. Même si les 8 lauréats ont alerté les Nations Unies, aujourd'hui, ils n'ont vu aucune aide médicale. Mais d'accord, mais ils ont quand même alerté.
C'est pas comme s'ils n'avaient pas agi. C'est 8 lauréats qui ont eu le prix Nobel qui ont alerté sur les Nations Unies sur ce qui se passe en Israël et de se mobiliser pour venir en aide pour libérer les otages. Ils ont vu aucune aide médicale. Il y a un bébé de 12 mois, corrige-moi si je me trompe, qui est en urgence absolue. Quand on dit qu'aujourd'hui les CR et la Croix-Rouge ne sont pas sur place, c'est qu'ils ont vu personne. Alors moi, je suis toujours émerveillée parce que je le montrais à Emma hier. Il y a aujourd'hui des personnes qui sortent des chiffres comme quoi il y a des enfants qui sont tués toutes les 10 minutes. Elle est quand même au cœur du terrain, elle travaille directement sur place avec le gouvernement. Eux, là-bas, ils ne sont pas au courant de ces chiffres. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment on arrive à quantifier le génocide, parce que c'est un génocide, c'est un abattage de masse, c'est un féminicide de masse que subissent les femmes, les enfants et toutes les personnes vulnérables qui se font massacrer là-bas. Comment aujourd'hui, on a vécu la Shoah, on vit quelque chose d'un autre monde là-bas, et encore, on ne donne pas tous les détails de ce qui se passe là-bas. Mais je veux dire, comment aujourd'hui le monde ne se mobilise pas pour venir en aide, mais pour là, sortir si on t'entend, tu fais l'amalgame entre, je te reprends, entre ce qui se passe en Israël et à Gaza. Non. Non. Non, je parle sur le 7 octobre. Ouais. Parce que beaucoup de ce que tu es en train de dire, beaucoup de gens le disent, le placent à ce niveau-là. Non, alors moi, je parle que d'Israël. Non, moi je parle. Qu'on soit bien d'accord. Non, moi je parle. Non, mais il y a beaucoup de. Je remets les choses encore dans leur contexte. Israël est victime de beaucoup de désinformation. C'est la seule posture de victime qu'elle a, c'est celle-là. Mais c'est de sa faute, parce qu'elle ne s'est pas défendue. Elle ne s'est pas défendue depuis que l'OLP existe. L'OLP a fait un super boulot. Les Palestiniens, entre guillemets, ont fait un super boulot de désinformation. C'est-à-dire qu'ils ont des industries qui leur permettent de faire des films, des scénarios, etc. et de faire croire à des réalités qui n'existent pas. Certaines existent et d'autres n'existent pas. Et ils ont fait un super boulot parce que les Israéliens n'ont jamais mis de politique en place pour contrer ça. Les Israéliens ont dit ils n'ont qu'à parler, on s'en fout. Or, quand vous éduquez, quand vous abreuvez les réseaux sociaux pendant des années et des années d'images, ça finit par impacter des générations qui croient que ces images sont réelles, dures comme fer. Et je suis convaincue qu'une partie de la communauté musulmane est convaincue qu'on tue les enfants, voire qu'on les mange, qu'on est des génocidaires. Ils en sont intimement convaincus parce qu'on les a éduqués à ça. Et c'est ça qui est fondamentalement triste. Qu'est-ce que tu réponds à certains qui disent que, j'ai vu ça aussi dans certaines informations, que vous êtes finalement des pays cousins? Oui, bien sûr. Tu le revendiques, bien sûr, mais évidemment. Sauf qu'il y a un moment donné où on s'est tous penchés sur nos religions respectives pour pouvoir leur donner une évolution qui permette de vivre en société de façon idéalement démocratique. Même le christianisme qui était extrêmement missionnaire et qui allait convertir et massacrer, etc., a changé son fusil d'épaule pour pouvoir s'adapter à un fonctionnement dans lequel chacun a sa place. Bon, peut-être que le temps est arrivé sérieusement de se pencher sur les extrémismes, voire même sur des préceptes qui sont plus d'actualité. Plus du tout d'actualité pour qu'on puisse tous vivre ensemble. On voit qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre le gouvernement actuel. Hein. Oui, alors le gouvernement israélien, alors là c'est vraiment de la politique. Le problème, il est même pas. On a l'impression que c'est divisé en deux groupes. Oui, c'est vrai. Pour quelqu'un qui sauf regarde maintenant, de l'extérieur. sauf depuis le 7 octobre, oui. Ça a été un des effets secondaires positifs. Ils sont remis en noyau. C'est que même ceux qui étaient, parce que les gens qui se sont fait massacrer, c'était des gens qui étaient pour la paix et pour une cohabitation de deux États. Donc c'est ces gens très angéliques ont été massacrés. Donc évidemment, maintenant, je pense que leur regard devient plus lucide et a changé. Parce que c'est ce que disent depuis longtemps l'autre partie des Israéliens, c'est que ce n'est pas possible cette cohabitation tant qu'on éduque les enfants dès l'école à la haine. Leur regard est plus dans la colère maintenant. C'est pas la colère, il y a la colère, mais c'est factuel. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui travaillaient dans ces kibboutz qui sont venus massacrer. Ce sont des civils, des Gazaouis qui sont venus massacrer. Il n'y a pas eu que le Hamas. Il faut dire ce qui est. Donc, tant que vous éduquez dès l'école... Nous, on n'y était pas, donc non, c'est mais pour ça que je te donne... je pense que tant qu'on va enseigner à l'école aux enfants de Gaza et d'ailleurs à détester et à tuer les Juifs, on perpétuera cette haine transgénérationnelle. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un remède à cela ? Oui, bien sûr. Déjà, il faudrait que l'UNRWA, qui est une des affiliations de l'ONU, arrête d'enseigner la haine au sein des écoles de Gaza, puisqu'on sait aujourd'hui que
des employés de l'UNRWA ont été complices des massacres, ont participé aux massacres, ont éduqué aux massacres. On sait que les livres scolaires éduquent à la haine. On sait qu'il y a des colonies de vacances à Gaza qui apprennent à poignarder les juifs, qui apprennent les organes vitaux, qui apprennent le maniement des kalash à des enfants qui ont 6 ans. D'accord. Tout ça ne peut pas participer à une cohabitation pacifique. C'est évident. Pourquoi Israël accepterait de cohabiter avec des gens qui veulent sa destruction ? Parce que la cohabitation est un leurre, en fait. Personne ne veut à Gaza cohabiter. Ils veulent éradiquer Israël. Et il est là le problème. C'est toujours le Hamas qui a décliné les tentatives de paix et les accords. À chaque fois, jusqu'à il y a quelques jours. D'accord. Ils ont refusé l'accord qui a été proposé. Il y a eu un accord Il y a eu en tout cas une proposition a été de deal et qui a encore été refusée. Et à chaque fois, c'est eux qui la refusent. Comme ils ont refusé tous les plans de paix depuis 50 ans. Pour certains, ils disent qu'en fait, il n'y a pas assez d'espace. Apparemment, les Israéliens occuperaient un plus grand espace que le leur. Enfin, il y a une mésentente à ce niveau-là, au niveau du... Alors là, on ne parle plus du Cissé, mais on parle du problème politique de la région. Le problème politique de la région, il se résoudrait très rapidement si la Jordanie redonnait aux Gazaouis leur territoire. Parce que en réalité, là où c'est chez eux, c'est une partie de la Jordanie, puisque la plupart viennent d'Égypte et de Jordanie. Et là, ils refusent. Mais aucun pays musulman ne veut des Gazaouis. Aucun, parce que c'est un courant... des frères musulmans et personne ne veut prendre le risque de déstabiliser son gouvernement. Donc ils sont en train en ce moment à la frontière de Gaza, la partie égyptienne est en train de renforcer le mur qu'elle a construit avec Gaza pour que les Gazaouis ne passent pas. Et d'ailleurs, quand il y a eu le 7 octobre, Emmanuel, elle a mis tout de suite en place une plateforme pour faire le protocole 6C, prendre en charge de suite les victimes. Et toi-même, tu es partie tout de suite là-bas. Ah, tu es retournée Oui, immédiatement. Et comme beaucoup de gens. Tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai survolé, tu parlais de MeToo. Je t'ai coupé et puis j'ai engendré sur autre chose. Oui, je disais que les femmes juives, on a nous un logo. Vous n'avez pas été soutenues ? Il y a des hashtags partout, MeToo, sauf si vous êtes juive, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Il n'y a aucun mouvement féministe, tout d'un coup, elles ont disparu, les féministes. Mais est-ce que, par exemple... Pourquoi ou alors vous avez contacté un mouvement féministe. Personne ne s'est contacté Non, mais d'abord, les Israéliens demandent rarement de l'aide. Ils font face tout seuls parce qu'ils sont quand même assez aguerris. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu d'aide. Non, c'est quand même leur job, que ce soit la Croix-Rouge ou comme... c'est leur raison d'être. Les mouvements féministes, quand on apprend que des femmes ont été massacrées, on vient voir comment aider. Ça me semble... Ça vous a choqué ? Bien sûr. Je parle de bien vous. sûr. Moi, je sais que quand c'est arrivé, tout de suite, j'ai appelé Emmanuel et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin d'aide, comment je peux t'aider ? Et Florence et son association et un certain nombre de personnes ont tout de suite manifesté leur solidarité et on a tous connu, nous, Français de confession juive, on a tous vu, la moitié de notre agenda se vider de nos contacts par ceux qui ont pris la tangente parce qu'il n'était pas question pour eux de nous soutenir à ce moment-là, soit par peur, soit par antisémitisme, soit en tout cas, dans tous les cas, les masques sont tombés. Et c'est très bien, vraiment c'est très bien, ça a permis de faire le ménage aussi. Moi, j'ai certaines personnes qui font partie de mon équipe, que dès qu'elle, notamment Elisa, dès qu'elle a relayé le soutien Emmanuel, elle a pris des menaces de mort. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux par rapport à ce qui se passe. Et aujourd'hui, il faut libérer ces otages. De même, il y a eu le 25 novembre, la journée d'élimination des violences, qui a été tout de suite derrière. Là, le 7, il y a un hommage national que rend M. Macron. Alors, il aura mis 4 mois à se rendre compte qu'il fallait faire mais il le fait. Alors, on va garder ça. Côté positif. On va garder ça en tête. Il y a un certain nombre de manifestations et on fait venir des otages, des survivants, des ex-otages, des survivants, des familles de survivants qui vont être là parce qu'ils n'ont besoin que de ça en fait, que de cette reconnaissance. Le reste, ils s'en fichent. Et est-ce que tu t'es rendu à certaines manifestations ? Est-ce que tu as vécu le rejet ? C'était déjà arrivé ou pas ? Parce que dernièrement, il y a eu plein de manifestations. Au travers des manifestations, je ne participe pas aux manifestations. Non, d'accord. Non, je ne crois pas du tout en ce type de... Mais il n'y a pas eu de rejet ouvertement Le 25 novembre. Globalement, les femmes, chaque fois qu'il y a eu un MeToo juif, de toutes les façons, elles se sont fait rembarrer
quand il y a eu une manifestation en France. C'est En pour ça France, que les tu oui, précises oui, oui, bien bien en sûr. France. C'est pour ça que les avocats s'en sont saisis. C'est pour ça qu'il y a un collectif D'accord. du 7 octobre d'avocats. C'est pour ça qu'il y a des plaintes aussi qui ont été déposées à la CPI par Israël. Parce que il y a une espèce d'inversion victimaire, mais globalement, c'est pas seulement vis-à-vis d'Israël. Ça fait longtemps en France qu'on connaît cette espèce d'inversion victimaire où ce sont les agresseurs qui s'estiment être les victimes. On connaît exactement le même mode opératoire en La Israël. Même stratégie, c'est la même, c'est toujours la même. Et est-ce qu'il y a encore ce sentiment de rejet quelque part? D'être juif en France? Ouais. Très honnêtement, personnellement, je m'en fiche. Mais est-ce qu'il est là? Toi, tu t'en fiches. Il est toujours là. Il est toujours là. Pour ceux qui côtoient d'autres personnes. Oui, la communauté juive francophone, c'est pas la plus courageuse. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas des Israéliens, c'est une certitude. Donc il y a ceux qui prennent la parole, ils sont pas nombreux, on l'a vu dans les célébrités. Je pense pas que vous ayez entendu beaucoup Gad Elmaleh. Par contre, vous avez entendu Arthur, vous avez entendu Lelouch, vous avez entendu Patrick Bruel. Il y en a quand même pas beaucoup qui se sont fait entendre. Et même on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de, au niveau des émissions. Que personne parlait ouvertement. CNews, c'est les seuls, pour une raison que j'ignore, mais CNews sont les seuls à appeler un chat, à donner la parole aux otages, à essayer de comprendre, à montrer ce qui s'est passé, les horreurs. Oui. C'est pour ça. Oui, et CNews, c'est... T'as été invité que par CNews? Que par CNews, c'est pas non plus un hasard. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est compliqué de montrer que des femmes ont été massacrées, que des enfants ont été décapités? C'est factuel. On leur demande pas de dire qu'ils sont pro-israéliens, ni même juste de montrer les faits. Comme il y a eu disais tout à l'heure, tu veux juste les faits, c'est tout. Ouais. Il y a eu une omerta énorme de la part des journalistes sur le plan international. L'un des journalistes qui était venu, grand reporter de guerre à Paris Match, qui s'était formé au 6C, Nicolas Delassalle, m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes collègues sur l'omerta? Pourquoi il me dit, je ne comprends pas, j'ai honte de ma profession. Et effectivement, il y a quand même un statut très particulier dont bénéficie Israël, c'est une certitude. Et les Israéliens l'ont compris depuis longtemps, et c'est pour ça qu'ils ne comptent que sur eux la plupart du temps. Donc les Israéliens ont mis à profit cette phrase de Golda Meir qui disait « Je préfère vos condamnations à vos condoléances », et c'est vraiment ça jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Ils continuent à se battre tout seuls avec l'aide des USA. Mais voilà, le reste du monde, Les USA, on disait dernièrement que même les USA commençaient à tourner les talons. Vrai ou faux? Je pense que c'est surtout Biden qui va tourner les talons parce qu'il est âgé et que probablement il sera remplacé par quelqu'un d'autre. D'accord. Mais ils ont quand même été là dès le début et ils seront probablement là encore longtemps. Qu'est-ce que toi tu souhaiterais en fait au long terme? Tu voudrais que tout ça s'arrête? Mais je voudrais qu'on s'en fiche, que quelqu'un soit juif ou pas juif. Je voudrais que les faits soient les faits et point. Je pense vraiment que sur le 7 octobre, les Israéliens, tout comme pour le 6C, c'est une méthode qui marche, peu importe. Mais bon, il faut être très utopiste pour penser comme ça. Je veux dire, et si je te posais la question, est-ce que tu détestes les musulmans? Tu me dirais quoi? Est-ce que tu as un a priori vis-à-vis des musulmans? Parce qu'avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends... Mais la question des religions, je trouve qu'elle devrait rester chez nous. Au même titre que j'ai du mal avec les voiles et la burqa et tout ça, j'ai du mal avec le chapeau noir, la barbe et les bigoudis. Je veux dire, ça doit rester à la maison. D'accord. Voilà, c'est la religion à la maison. On est en France, c'est la laïcité qui prime. Point barre. Bah oui. Ça me paraît. Voilà. Maintenant, si. Moi, je me sens juive que quand on vient m'insulter et quand on vient mettre en danger, ou Israël, sinon, je veux dire, j'ai pas besoin d'en parler. Le protocole 6C, il vient d'Israël et c'est pour ça qu'il est efficace. Il pourrait venir de Cuba, ce serait la même chose. Il se trouve que pour les autres, ça pose un problème. Pour certains, ça pose un problème. Bon, tant pis pour eux. C'est pas grave. On voit bien aussi la montée du RN. Oui, parce qu'ils appellent un chat, parce qu'ils mettent des mots que d'autres n'ont pas le courage de mettre, parce que les faits, il faut les nommer. Si vous nommez pas les faits, vous prenez vraiment les gens pour des idiots.
Donc à un moment donné, il faut avoir ce courage-là. Donc la question que tu as été reçue par CNews, tu ne penses pas que quelque part c'est voulu? C'est-à-dire En fait, le fait que tu aies été reçue à CNews pour parler de ces oui, sujets-là, Israël, tu ne penses pas que c'est aussi pour quelque part pour remonter la montée du Front National? Mais en fait, je ne savais même pas que CNews était identifié, moi, à l'extrême droite. C'est mon mari qui me l'a dit très naïvement. C'est pour ça que je crache. Et je ne savais pas que CNews avait cette étiquette. Non, mais au moins, tu as trouvé mais moi, un lieu. J'ai trouvé un lieu, j'ai parole. trouvé des journalistes De qui ont été communication. extrêmement clean, qui m'ont parlé que du protocole, qui m'ont pas du tout parlé de politique, ni de quoi que ce soit, qui m'ont demandé quels sont les faits, qu'avez-vous vu et qu'avez-vous fait avec le 6C. Point barre, c'est la seule chose qui nous intéresse. Par BFM, par exemple. Non, par exemple. Non, mais c'est Alors bon à que les savoir. faits sont les mêmes. Voilà. Donc, Mais au moins, à tu BFM, craches. visiblement, on n'a pas envie d'entendre les faits. Chez LCI, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas l'existence du 6C, c'est aussi une possibilité. Mais le paradoxe, c'est pour ça que je crache, c'est quand même marrant que ce soit ceux qui font monter le RN qui finalement donnent la parole. Mais je ne savais pas que c'était qu'ils étaient je identifiés sais pas comme pourquoi. faisant monter le Mais en le même RN. temps, c'est étonnant. Et tu m'as bien dit, ton mari te l'a dit par la suite, donc c'est qu'il s'est renseigné. Oui, pour Mais autant, ils ont c'est un paradoxe. Comme quoi, des fois, mais est-ce que c'est une étiquette qu'ils méritent? Je ne sais pas. Voilà. Je suis au moins t'as pas. craché. Je suis pas proche de CNews. Ils m'ont reçu et ils m'ont permis d'exprimer les faits, c'est-à-dire de dire que des femmes avaient été décapitées, éventrées, de dire que des familles entières avaient été brûlées, de dire les horreurs que j'avais vues. Et visiblement, sur les autres chaînes, en tout cas, alors soit on veut pas, soit je ne sais pas. J'ai pas d'éléments de réponse. J'ai pas été invitée, c'est la seule chose factuelle. Bah, tu as déjà bien répondu, je trouve. Alors, on va passer à la partie information parce que tu as vu, le temps passe vite Oui. ici. Donc, alors, le 25 janvier 2024, c'était la première journée officielle de lutte contre le sexisme. Oui. Ça te dit quelque chose? Tu veux veux en parler vite fait? Oui, c'est ça. On était au conseil de l'autorité, au HSE, justement pour assister au rapport. Oui. Et le rapport, il est dramatique. Il est accablant. Il est accablant puisque les inégalités que subissent les femmes, les discriminations, le sexisme, les violences qu'on parlait tout à l'heure, la jeune génération est particulièrement également touchée par la pornographie. Par la pornographie. Pour certains, c'est normal de violenter une femme. C'est normal de ne pas respecter le consentement d'une femme. Donc aujourd'hui, en 2024, alors déjà l'an dernier, en 2023, il était relativement accablant. Cette année, je pense qu'on a passé un niveau de plus. Et aujourd'hui, on se dit quand même où c'est qu'on va. Il y avait un petit peu toutes les femmes engagées, on peut dire. Il y avait Réus, il y avait Madame Rome, Isabelle Rome, il y avait Elisabeth Moreno, Laurence Rossignol, il y avait Gilles Azimi également qui était là. Oui. Et c'est vrai que c'est une belle fourchette. Une belle fourchette de personnes qui étaient engagées, qui ont fait passer un véritable message. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus qui c'est qui a parlé justement de ce que subissent les femmes à travers le monde, que ce soit au Congo, en Israël. On a de toute façon, on va avoir un extrait de la ministre de l'égalité homme-femme, c'est important. Si Stéphane est opérationnel, ou il est encore en vacances. En fait, c'est affolant. Alors, on veut Aurore Berger. C'est également l'ensemble des élus, des parlementaires, évidemment, Sylvia Brossolette. J'avais eu la chance, à l'époque, d'être l'une des femmes choisies par Laurence, dans Sexisme, pas notre genre. Donc, j'ai toujours, d'ailleurs, le petit pins de l'époque qui m'a suivi de bureau en bureau. C'est peut-être un signe annonciateur. En tout cas, ça veut dire que c'est un combat finalement ancien, qui a été porté, malheureusement, qui mérite de continuer à être porté. C'est un peu ça, l'un des premiers éléments, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire quand certains d'entre vous étaient à mes vœux cette semaine, c'est qu'il y a une forme d'anachronisme, à se dire qu'on a encore besoin d'un ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'il aurait mieux fallu, nous aurions toutes et tous espéré en réalité qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ce ministère, considérant que finalement c'était acquis et que le sexisme appartenait au passé. Le clip le démontre formidablement. Ça n'appartient pas au passé, voire même on a des résurgences extrêmement puissantes d'expressions sexistes et donc évidemment de ces enjeux de limitation de nos capacités d'égalité et donc d'émancipation évidemment des femmes. Donc le combat qu'on mène, qui est un combat pour l'égalité des droits, doit évidemment se poursuivre. Et dès qu'on le relâche, eh bien, on voit que dans toutes les strates de la société,
à chaque fois que c'est possible, de manière insidieuse ou de manière plus assumée, les inégalités ressurgissent. Et à partir du moment où on accepte les inégalités, on accepte aussi forcément la violence, qui en est une des conséquences. Et donc, moi je souhaite vraiment faire de la question de l'égalité économique, de l'égalité professionnelle des femmes, notre premier combat, parce que je persiste à penser qu'il détermine ensuite tous les autres. Si les femmes qui aujourd'hui sont victimes de violences, et la violence elle a 1000 visages, elle a 1000 expressions, ça n'est pas que les coups, mais les femmes qui aujourd'hui sont les plus grandes victimes de ces violences, y compris physiques, et ces violences conjugales ou intrafamiliales, l'une des principales raisons pour lesquelles elles ne sont pas en capacité à un moment de partir, ces fameux 7 allers-retours entre le conjoint violent et le fait de partir définitivement, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, qu'elles n'ont pas leur autonomie économique aujourd'hui, y compris en France en 2024. Et donc je crois que se battre pour l'indépendance des femmes, se battre pour l'émancipation des femmes, c'est donc d'abord se battre pour l'égalité économique et professionnelle des femmes, parce qu'encore une fois, ça détermine tous les autres droits. Et c'est là un peu le cri d'alarme, je trouve, du rapport du HCE, que nous avons officiellement reçu tout à l'heure avec le Premier ministre, même s'il avait été déjà dévoilé, c'est quand même le fait générationnel. Et je crois que ça devrait quand même tous nous alerter. J'appartiens à une génération où j'étais persuadée que tout ça pouvait être derrière nous. Et finalement, j'ai l'impression d'être dans les générations où c'est le plus présent, malheureusement, dans la société. Donc ça veut dire qu'il y a une marche qu'on a loupée, ou des choses qu'on n'a pas perçues, et des stéréotypes, évidemment, contre lesquels on doit continuer à lutter de manière farouche et déterminée. Et ça commence évidemment en embarquant dès l'enfance. C'est la raison pour laquelle on était ce matin dans un collège avec Sylvie, de manière à réaffirmer le rôle majeur de l'éducation, de ce qui se joue à l'école, de ce qui se joue aussi dans les familles. Et puis malheureusement, l'éducation qui est aussi aujourd'hui très disputée, concurrencée par d'autres types de médias, et notamment évidemment la question des réseaux sociaux et de la capacité de désinformation, de stéréotypes qui sont véhiculés, et de violence. On a évoqué avec le Premier ministre la question de la pornographie notamment, et de la manière avec laquelle cette pornographie infuse auprès de nos enfants, auprès de nos adolescents, des représentations totalement biaisées des rapports humains, des rapports sexuels, de la vie affective et sexuelle. Et évidemment, ça a des conséquences majeures qui sont ensuite mesurées. Le Sénat avait fait un rapport sur le sujet, le HCE avait fait un rapport sur le sujet, et on voit bien derrière, évidemment, les conséquences que ça a, quand presque un homme sur deux, un jeune homme sur deux, dit qu'après tout, les femmes veulent en effet être dominées et considèrent normal d'avoir des rapports qui sont violents. Donc c'est vraiment toute cette société qu'on doit réembarquer, et tout ce continuum en vérité d'égalité qu'on doit réaffirmer, qui commence encore une fois dès l'enfance, école, famille, et maintenant évidemment l'enjeu numérique, en étant extrêmement exigeant et ferme vis-à-vis des plateformes, en prenant les dispositions qui doivent s'imposer, notamment sur la question de la pornographie. On aura des échéances parlementaires très importantes de ce point de vue-là dans quelques semaines, et en tout cas je serai évidemment à vos côtés pour mener ce combat, et je sais que les sénatrices présentes le portent haut, et que vous aussi évidemment pour les associations, et puis tout ce continuum d'égalité. Mais vraiment, moi je le réaffirme, on a d'abord cet enjeu, ce primat-là de l'égalité économique et professionnelle des femmes, de manière à garantir tout simplement leur indépendance, de garantir leur autonomie et donc leur émancipation, parce que c'est comme cela aussi qu'on sortira du continuum du sexisme et de la violence. Donc voilà, je voulais saluer votre initiative, saluer votre sortie de la clandestinité, saluer cette journée nationale, dont j'espère qu'elle n'aura plus besoin d'exister dans quelques années en vérité, parce que c'est aussi ça notre objectif, mais pour l'instant il y en a besoin. Et pour l'instant, je crois que ça fait du bien que ce soit une journée nationale, reconnue comme telle, parce que ça permet de remettre le projecteur sur ce qui, à la fois, ne convient pas, mais aussi sur les formidables initiatives qui sont prises partout en France, portées par les associations, portées par les entreprises, portées par des élus, par des parlementaires qui sont engagés, portées aussi par nos administrations qui sont extrêmement vigilants. Donc voilà, un grand coup de chapeau, un grand merci à toutes celles qui m'ont précédé et qui ont permis que ces combats soient portés, soient incarnés et nous permettent aujourd'hui de nous retrouver sur cette journée nationale. Mais surtout, j'espère qu'ensemble, on va faire en sorte que dans quelques années, on n'ait plus besoin ni de ministre de l'égalité, ni de journée nationale contre le sexisme, et que tout ça appartienne vraiment au passé. Très bel après-midi.
je voudrais ajouter un point essentiel. C'est que Aurore Berger dit que l'État français, sa principale préoccupation, c'est les réseaux sociaux. Alors moi, justement, je veux que tu parles de ça. Je disais que le 6/12/2023, nous y étions au Parlement européen à Bruxelles, puisque en tant que représentante du Be Brave Movement, on se bat pour faire appliquer cette législation européenne, parce que chaque seconde, ce sont 2 images ou vidéos d'abus sexuels, d'exploitation en ligne des enfants qui sont partagées. Aujourd'hui, Internet, demain, c'est la journée d'un monde plus sûr sur Internet. On n'y est pas. On n'y est pas et on en est loin, parce qu'aujourd'hui, quand on voit toute la haine qui Alors attends, on a une vidéo et après tu continueras. Et alors, je voudrais avoir ton ressenti, Mie, sur ce qui vient de se passer. On est au Parlement européen et on a fait passer un message clair. On ne peut pas revenir en arrière dans la protection des enfants en ligne. Et que nous, ce qu'on demande à l'Europe, c'est d'agir vite et bien et de pouvoir faire passer un règlement, une législation européenne qui protège les enfants. Là, on n'y est pas. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'il y a des gens qui font semblant de se réjouir, et on était là pour dire la vérité. On est à un moment clé pour mieux protéger les enfants en ligne. Il faut le faire et vite. En fait, on n'y est pas, parce qu'à ce jour, la France n'est toujours pas positionnée en soutien à cette législation européenne qui est portée par la commissaire européenne Eva Johansson, qui elle-même, depuis qu'elle est en charge de cette législation, est cyberharcelée. On parlait de cyberharcèlement tout à l'heure. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est dramatique. Enfin, Internet, ça pullule de toutes ces vidéos d'images d'enfants qui sont abusés. Alors aujourd'hui, c'est la question du chiffrement de bout en bout. Aujourd'hui, on a une technique qui est française, qui permet de sécuriser tout le monde, la France, l'Europe et tous les enfants du monde. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi la France aujourd'hui n'est toujours pas positionnée? Pour toi, il y a un refus? En fait, j'ai l'impression qu'on fait la politique de l'autruche. Parce que Mie dit bien, il y a des gens qui font semblant. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est une législation qui est claire, avec un cadre juridique strict et l'obligation systématique pour toutes les plateformes de détecter, signaler et supprimer ces contenus pédocriminels. On a vu aujourd'hui, quand on se balade sur Internet, enfin, y compris les messageries privées, il faut obliger les plateformes, c'est même pas de la détection volontaire, c'est obliger les plateformes aujourd'hui de faire cette détection et cette prévention, de signaler, supprimer ces contenus. Or, on ne le fait pas. L'Europe, en novembre dernier, a fait... On dit que c'est un viol de vie privée. Qu'est-ce que tu en penses? Et la vie privée des victimes, on a fait quoi quand les images sont partagées des millions de fois en ligne? L'impact qui est dévastateur de ce que subissent, il y a des victimes qui se suicident. On l'a vu. On l'a vu, il y en a plein qui se suicident. En fait, ça laisse des traumas à vie. Donc aujourd'hui, on en est où? Alors qu'on a la technique de faire en sorte de protéger ça. Il y a des experts français qui ont travaillé là-dessus. La solution, elle est simple. J'en parlerai un peu plus longuement demain, puisque c'est la journée. Et on se dit que chaque année, demain, c'est la 21e édition où la France se dit qu'elle respecte la législation européenne, où elle va justement pour sensibiliser, éduquer là-dessus. Pour autant, pourquoi la France, à ce jour, n'est toujours pas positionnée? Et pourtant, c'est tout à fait le contraire qu'on nous dit là. On dit, nous sommes pour le changement. C'est ce qu'on en a entendu. Moi, j'appelle M. Macron. La décision est actuellement entre ses mains. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la France se positionne enfin. L'Europe nous regarde. Aujourd'hui, tous ces enfants qui subissent, aujourd'hui, tout le monde a des enfants. Il faut savoir que les pédocriminels, ils sévissent partout, que ce soit Meta, TikTok, enfin toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui. Et là, est-ce que tu as l'impression que ça intéresse vraiment la France? Je parle toujours de la politique de l'autruche. On nous dit qu'on a envie... Alors, on a interpellé M. Macron lors du 75 anniversaire des droits de l'homme. Il a dit la France est pour. Pour autant, je suis pour. Pour autant, la réalité concrètement, c'est qu'ils ne sont pas positionnés. Alors, on se renvoie la balle sur les questions du chiffrement, sur la vie privée. Ok, il y a une solution qui est claire, qu'on connaît, qui existe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et qu'on se positionne. On ne peut pas en 2024 être au courant de choses. On est capable de faire des choses pour protéger contre le terrorisme. Pourquoi on ne le fait pas pour la pédocriminalité? Finalement, est-ce que pour toi, la France mérite le surnom de Pédolande? C'est le surnom qu'elle a régulièrement à l'international. Donc, oui, alors
du côté européen, effectivement. Du coup, enfin, moi, c'est pas la première fois que je l'entends. Aujourd'hui, il y a qu'à voir la définition contre le viol. Amnesty International a alerté pour la définition sur le viol. C'est l'article 5 qui pose problème. Parce que la France, notre garde des Sceaux s'est positionnée dernièrement en disant qu'il émettait des réserves, qu'il fallait être prudent. Pour autant... Sur le consentement. Sur le consentement. Alors que l'Europe était prête à faire vraiment du viol un eurocrime. Donc la cause des enfants, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que nous, on se bat avec Be Brave depuis un moment et on va régulièrement intervenir au sein du Parlement européen à Bruxelles. Moi, je sais que j'y étais dernièrement encore le 9 janvier. J'ai parlé forcément de ce qui se passe depuis le 7 octobre. À l'international. À l'international, de ce que subissent les femmes, que ce soit en Israël, au Congo, en Iran, enfin au Soudan, partout où il y a des problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la pédocriminalité, la cause des enfants, je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter de brasser de l'air. Il faut faire du concret. D'ailleurs, on l'a vu, en étant sur place au Parlement européen, il n'y avait pas la presse, il n'y avait que Crache ton venin. Tu étais la seule presse française. Pourtant, alors c'est pas faute de les avoir sollicités. Alors ça les a étonnés. Pourtant, tu peux le dire, Crash. Mais ça les a étonnés, d'autant que chaque fois qu'on va là-bas, nous, on a quand même Euronews, on a la presse internationale qui est là, et quand on en parle à la presse française, je suis désolée, elle n'est pas là. Et tu as été certes le seul média à répondre présent, à être à nos côtés, à faire les actions aussi aujourd'hui à nos côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se voiler la face. On a envie de les protéger, ces gamins, ou on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle parle qu'on y est. Moi, je suis désolée, sur les réseaux sociaux, on n'y est pas. Alors, on se renvoie la balle du ping-pong, le chiffrement de la vie privée. Mais en fait, quand on sait qu'Internet, c'est... D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. C'est que, y compris dans les milieux scolaires, dans les établissements, il y a beaucoup de réunions qui se font parents-professeurs parce qu'il y a du harcèlement en ligne. Oui. D'ailleurs, Andrea va faire un film là-dessus. Andrea Bescon, qui a sorti... On ne parle que de ça. Elle a sorti la série Nude, qui vient d'être diffusée, où elle parle justement du cyberharcèlement et du revenge porn. Et des conséquences que ça a sur les mineurs. Mais oui, tout à fait. Mais en fait, ils en portent après les stigmates toute leur vie. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de faire des cours d'empathie à l'école. Il faut prendre de vraies mesures. Il faut que tous ces pédocriminels, ils aient à répondre de leurs actes devant les institutions judiciaires. Il faut qu'on mette... On dit pour l'instant le respect de la vie privée. Et la vie privée des victimes, moi j'ai toujours tendance à dire, il y a plein de survivants au sein de Be Brave qui l'ont vécu, qui en portent aujourd'hui encore les stigmates, et on sait à quel point c'est destructeur. Il y en a, je veux dire que quand comme le disait Emmanuel, même plusieurs années après, les traumas sont là. Oui, c'est une professionnelle des traumas. Les traumas, ils sont là. Et Muriel, on parlait de Muriel tout à l'heure, Muriel Salmona le dit, quand tu as subi par exemple l'inceste dans l'enfance, tu as un vrai traumatisme, tu as 16 fois plus de chances de retrouver le même traumatisme, de retomber et de réitérer le schéma. Donc si à un moment donné on ne fait pas les premiers secours psychologiques, je parlais du CICE tout à l'heure, si on ne met pas en cause ça avec une vraie prise en charge derrière, en fait on n'en sort pas. Mais aujourd'hui, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme de toute façon, quand on regarde sur la pédocriminalité, je reviens sur la législation européenne, en fait 80% des URL qui sont partagées, ce sont des enfants, des bébés de 0 à 2 ans qui n'ont pas accès au langage, qui sont quotidiennement torturés. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 90% de ces cas, c'est de l'inceste. Alors on fait quoi ? On ferme les yeux, on continue de faire, ou on applique cette législation ? Pour beaucoup, beaucoup essayent d'éradiquer le mot inceste. On le voit, il se retire petit à petit des réseaux. Enfin, je ne sais pas si tu l'as constaté. L'inceste dérange. L'inceste dérange. L'inceste dérange. De toute façon, ça reste l'omerta. Alors oui, il y a eu MeToo inceste, la parole se libère. Pour autant, je vais reprendre le juge Édouard Durand quand il parle au sein de la Civiseur, quand on dit à l'enfant, mais parle, et quand l'enfant parle, qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer la mère pour aliénante et on place l'enfant. Donc la finalité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de dire, on libère la parole de ces enfants, et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la prison... Les placements. Est-ce qu'on sort les gens du trauma ? Non. Et on n'a pas envie de les sortir parce que ça dérange trop. Donc cette législation, il y a des élections là qui arrivent au mois de juin à l'Europe. Il faut arriver à voter cette législation européenne. Changer les mentalités. Il faut faire... Moi, je me pose la question, à qui ça rapporte ? Pourquoi on ne veut pas y aller ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment... Le problème, on le sait. Il y a plein de pays qui sont positionnés, qui ne comprennent pas que la France... Pourquoi la France ne les rejoint pas ? Mais c'est pareil. Le 23 novembre dernier,
À l'approche de la journée de l'élimination des violences, l'Europe était prête à faire plein de choses pour faire avancer la cause des violences. La France a dit non. Là, sur la définition du Le consentement, consentement. Ouais, la France dit non. Là, sur la législation de la cyberpédocriminalité, alors on se renvoie la balle, la vie privée, la question de chiffrement de bout en bout, alors que la question, elle est simple, on a la solution. Elle prend 10 minutes à mettre en place pour protéger tous les gamins dans le monde. Mais on aura un professionnel, je recevrai un Oui, on en professionnel parlera ici. le moment venu, mais c'est pour ça que je pense aussi, c'est de faire attention. Internet, aujourd'hui, c'est un vrai danger pour les enfants. Ils sont tous connectés là-dessus, c'est des mises à mort. On le voit, hein, comme je te disais, dans les établissements, les parents sont dépassés. C'est-à-dire qu'il y a des réunions carrément enseignants-parents, tellement ça a des stades mais dramatiques. Il y a des jeunes filles qui tentent de se suicider. Oui. Parce qu'elles sont harcelées, parce qu'elles ont des nudes, parce que c'est repartagé. Non, il faut vraiment changer la donne. Hein. J'espère vraiment qu'on va... Et mettre aussi le protocole. Mais de partout. toute façon, ça devrait être une évidence, de même comme les premiers secours qu'on fait dans les pays nordiques, le protocole, alors c'est pas parce que je connais Emmanuel et qu'on travaille ensemble, mais en fait nous on le voit au quotidien, et je t'assure que quand on le met en place, dans les 90 secondes quand tu interviens, tu vois la personne quand elle sort, Quand elle switch un peu. quand elle switch, et on le voit au quotidien. De même que quand on en revient dans toutes les personnes, et après je laisse la parole à Emmanuel, les parcours judiciaires que subissent les victimes, quelles que soient les violences, elles sont écrasées par les parcours judiciaires. On les remet en permanence dans le trauma, c'est-à-dire que tout au long de ce parcours qui les écrase, Tout à fait. on leur fait réciter X fois. Vous avez vécu quoi? Il faut en permanence qu'elle se Mais justifie. il y a une lutte par rapport à ça. Maintenant, il y a des pôles, 3 pôles qui ont été mis en place. Espérons que ça se répartisse un peu partout. Merci à Madame Rome. Oui. Merci, parce que ça a été une acharnée. D'ailleurs, je crache, hein, c'est peut-être pour ça qu'elle est plus ministre. Mais elle est Enfin, extraordinaire, Madame Rome. ça n'engage que moi. Ah oui, extraordinaire. Voilà. C'est une femme de conviction. Moi, je suis apolitique, donc Ouais. comme ça. Alors, je reviens avec Emmanuel. Donc, tout ça, même au niveau des enfants, tu penses que ton protocole, ça irait aussi sur des adolescents, par exemple, qui sont victimes de nudes, qui veulent mettre fin à leur vie, qu'ils n'arrivent pas à recontextualiser ou pas? Alors d'abord, c'est pas mon protocole, c'est Non, celui oui. du professeur Oui, Farquet. pardon, Moi, oui. je l'enseigne juste, Oui, mais je pense que Ça peut aider? il gère la crise suicidaire. Ça fait plus d'1 an que certaines associations de police gèrent par SMS D'accord. la crise suicidaire parce qu'ils se sont formés au 6C. Donc la crise, on peut la gérer avec du 6C, mais c'est pas une thérapie, encore D'accord. une fois. D'accord. Mais pour une jeune fille, par exemple, en crise, Mais bien sûr, c'est très bien. Mais bien sûr, Ah, c'est ce que mais je voulais bien sûr savoir. que si sa mère pouvait l'appliquer, si Voilà. sa copine c'est ce pouvait que je voulais dire, l'appliquer, que ça soit au même titre que les enfants, lorsqu'ils sont formés au premier secours physique et que l'un d'entre eux à la cantine s'étouffe, quand il y en a un qui se Tout à lève fait, et qui lui fait la le geste. la manœuvre d'Emlich, il lui sauve la vie. Mais c'est exactement du même ordre, en fait. T'as répondu à Voilà. ma question. Le temps passe. Hein. Alors, ici, il y a une thématique. Après, je te demanderai le mot de la fin. J'aimerais que tu me dises dans ton âme, dans ta personnalité, c'est la thématique des B. Est-ce que tu es plutôt bourgeoise dans ta manière d'être, dans ton âme, hein, banlieusarde, bof, la terre, ou bobo, dans ta manière de voir les choses, ton âme, Banlieusarde, bourgeoise, bobo, Bobo. bohème, ou bof, la terre. Non, regarde pas Florence. Non, mais Elle l'a déjà fait. j'ai aucune idée de. Elle m'avait répondu. J'ai l'impression d'être un peu tout ça à la fois. Non, donc, tu dois en choisir qu'une. Et oui, c'est ça. Allez, va pour bourgeoise. Bourgeoise. Voilà. Bon, voilà, moi tu le dis. Moi j'ai eu des personnes politiques qui m'ont dit banlieusard. C'est vrai qu'il y a de tout, c'est l'âme, effectivement. Alors là, je vais faire ta dédicace. Et puis après, tu me diras quelque chose aussi, ce que tu envisages pour le mot de la fin, parce que tu as vu, le temps passe. Ça va vite. C'est hein. rapide avec toi. Voilà. Alors, Emmanuel Aloulia, tel un brasier, tu t'enflammes de manière spontanée quand on s'attaque à tes semblables. Tu agis avec fougue, car pour toi, pas le temps de prendre des gants. Tu es fidèle à tes convictions. Femme de poigne qui connaît la valeur de tes consoeurs, femme déterminée à protéger leur vulnérabilité. Tu vas, tel le messager, dialoguer d'endroit en endroit, car la communication est ton arme de prédilection. Emmanuel Aloulia, pour cela, beaucoup ont foi en toi.
d'abord c'est Aliwa. Aloua, pardon. Ali. Aliwa. Aloua. Aliwa. Donc beaucoup en foi en toi. Merci, merci, merci. C'est comme un messager en fait. Tu vas d'endroit en endroit pour apporter une parole, la parole de tes consoeurs. C'est exactement ce pourquoi j'ai été choisie. C'est transférer une expertise à des gens qui en ont Ils besoin. ont bien choisi. Donc, je le fais encore une fois, je le fais à titre bénévole. Et on se connaît pas. Hein. Moi, Non, je l'ai on se fait, connaît pas. C'est extrêmement pertinent. C'est troublant de pertinence, en tout cas de mon point de vue, pour quelqu'un qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est ça, oui, c'est transférer quelque chose qui fonctionne à un pays qui en a de plus en plus besoin. Et qui en aura. Et ça va pas ce qu'on s'arranger, voit. on le sait tous. Absolument. Et je tiens à préciser que je n'ai pas du tout influencé Lydie, je ne l'ai rien dit. On Non, n'a c'est absolument troublant. pas. Non, Non, mais l'acuité est vive. Bravo. Ouais. Et moi, je tiens vraiment à rendre hommage à Emma parce que moi, depuis qu'on se connaît, je la vois quotidiennement comme. C'est au-delà d'une guerrière, je veux dire, elle se bat, elle a un cœur énorme et en fait, son but, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes à se sortir de ces traumas. Et je pense que si beaucoup de personnes faisaient le quart de ce qu'elle faisait, le monde s'en se sortirait porterait mieux. Le monde s'en porterait mieux. Déjà, s'ils se forment, c'est pas mal. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, merci pour cette jolie invitation. C'est une surprise. Je ne savais pas du tout où je mettais le pied. D'accord. C'est une belle rencontre. Moi aussi. De toute façon, comme j'ai dit ici, c'est la paix. Moi, je suis de confession musulmane et pourtant, j'ai tout le respect. Ah non, mais tout ce qui se passe. les malgré. encore une fois, les musulmans sont les premières victimes, Tout à fait. en particulier du terrorisme. Donc, la Mais c'est question n'est aussi, pas là. c'est aussi uniquement. un partage. On voit que tout est possible et c'est important de le préciser. Je crache. Là, c'est moi qui crache. Et je c'est dis, ensemble, de toutes voilà, les façons, qu'on ensemble. peut faire avancer les choses. C'est une Et moi, je évidence. voudrais avoir une pensée pour toutes les femmes du monde, que ce soit les femmes israéliennes, les femmes en Iran, en Afrique, toutes les femmes qui sont touchées par le monde, qui souffrent. Voilà, j'aimerais avoir une pensée pour elles. Et ben moi, je voudrais avoir une pensée pour les hommes. Ah bah voilà. Ah, Stéphane est content. On terminera sur ces quelques mots.